Et ici en Belgique, Omar, il est toujours là. Il n'est pas arrêté. Il nous a fait un coup, c'est pas possible. Il nous a fait un coup. Et j'avais un appartement dans un quartier qui était pas loin de ce café-là. Donc je fréquentais vraiment ce quartier-là. Et mes collègues qui étaient à l'écoute téléphonique sur cette enquête-là me disaient, écoute, fais gaffe, Omar. Sur les écoutes, on entend clairement, ils sont occupés à planquer devant ton appartement, ils veulent t'enlever. Bonjour Omar, merci d'être là. Bonjour, je t'en prie, avec Pour le plaisir. Nouveau Détective. Quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit que tu préférais qu'on se tutoie, donc c'est ce qu'on va faire pendant cette interview. Dans ton livre Undercover, Agence 072, tu racontes ton histoire. Donc tu reviens sur ton métier. Alors au début, tu étais policier, puis ensuite tu es devenu agent infiltré pour la Belgique. Tu as notamment travaillé sur ce qui est tout autour du narcotrafic. Et moi, quand j'ai lu ton livre, il y a quelque chose qui m'a directement interpellée, et ça va être ma première question. Toi, tu as grandi à Molenbeek, et quand on grandit à Molenbeek, on n'a pas forcément de très bons rapports avec la police, malheureusement. Alors comment ça se fait que toi, ayant grandi dans ces conditions-là, tu as voulu devenir agent infiltré ou policier? Bah écoute, oui, c'est vrai, j'ai grandi à Molenbeek et c'est pas facile, on va pas se mentir. C'était même très compliqué parfois. C'est vrai qu'on avait un contact avec la police qui n'était pas toujours des meilleurs. J'avoue, c'était pas toujours des meilleurs. Et je me demande quelque part si c'est pas pour ça que je suis rentré à la police. Pour essayer de changer ça, en fait. J'aime pas me voir en victime, même vis-à-vis d'un policier ou autre. J'aime pas me voir en victime. Je suis quelqu'un qui aime bien prendre les choses en main. Maintenant, quand je suis rentré à la police, moi, je pensais pas devenir agent infiltré. Je pensais juste devenir policier, comme tous les policiers. Et c'est vrai que c'était une époque où ce qu'on n'en parlait pas du tout. Des jeunes d'origine maghrébine qui rentrent à la police, c'était exceptionnel. Et voilà, j'ai fait ce saut-là de Molenbeek à la police. Et est-ce que tu peux nous dire en quelle année tu as commencé à intégrer la police en Belgique? Ben écoute, en fait, j'ai 53 ans, je suis rentré à la police, j'avais 22 ans. Donc ça fait plus de 30 ans. C'était à la fin des années 90, on va dire. Enfin, milieu des années 90 plutôt. C'était au milieu des années 90 que je suis rentré à la police. Ça a commencé en fait tout simplement. Hein, c'est juste que j'ai vu en fait une publicité de recrutement dans un journal. Et d'ailleurs, c'était la police de Bruxelles à cette époque-là qui demandait à ce qu'il y ait des allochtones. Dis quoi? Des allochtones, on appelle ça Qu'est-ce des que c'est? allochtones. Alors les allochtones, c'est les Belges, mais d'origine étrangère. D'accord, ok. On Parce que peut nous, on dire ça n'a pour pas la France. ce terme-là en France. On ne dit Hein. pas ce terme-là en France? Ouais, non, j'ai Ah jamais ben, entendu en tout cas. ah ben, tu es une allochtone. Ok. Ça, tu le sais. Voilà, donc on voulait vraiment, enfin la police voulait vraiment attirer des profils différentes nationalités. Il faut savoir que moi je suis devenu belge à l'âge de 18 ans par choix. À l'époque, il n'y avait pas le droit du sol comme il y a aujourd'hui. Donc quand j'ai eu mes 18 ans et que j'ai opté pour la nationalité belge, j'avais vu cette campagne de publicité, de recrutement à la police qui attirait les personnes d'origine immigrée, etc. Et je t'avoue qu'au début, même mes parents, ils n'étaient pas très chauds. Oui, d'ailleurs, c'est ce que tu expliques dans ton livre. Tu dis que ta famille n'était pas pour. Ah, pas du tout même. Pas du tout. La première lettre de convocation que j'ai reçue, je ne sais plus si c'était mon père ou ma mère, je crois que c'était ma mère qui l'a déchirée. Elle te l'a caché. Elle l'a carrément déchirée, elle l'a détruite. Et c'est quand je reçois le rappel et que je vois dessus rappel pour une convocation que je me rends compte qu'il y en avait une qui était venue auparavant et qu'on me dit, ouais, voilà. Et pourquoi ta mère, elle en est venue jusqu'à déchirer ta convocation? Bah écoute, ma maman aujourd'hui a 78 ans, 78 on dit en France, d'accord? Elle a 78 ans, c'est vraiment l'ancienne génération. Pour elle, le contact avec la police et l'uniforme, c'était ce qu'elle connaissait au Maroc. Et voilà, on sait ce que c'était à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, du tout. Ça a fort évolué, heureusement. Et puis elle avait aussi ouais, ce contact de... Elle avait peur? Ah oui, elle avait peur, parce que quand elle était au Maroc et qu'elle était petite, quand elle voyait les policiers, ben, c'était des gendarmes français. Ou des policiers français. C'est tout ce qu'elle connaissait. Donc pour elle, c'était vraiment un milieu très, très, très fermé et très dangereux surtout. Je me rappelle, elle me disait, mais mon fils, qu'est-ce que tu vas aller faire là? Elle me disait, ils vont te tuer, mais pas en parlant des criminels, en parlant de la police, la pauvre. Bon, évidemment, aujourd'hui, avec le recul
Elle sait maintenant comment Oui, c'est et maintenant elle a compris. elle a compris, oui. Elle en est fière, maintenant elle a compris. Mm. Des fois, je la taquine avec. Je lui rappelle, tu te rappelles ma lettre que tu as déchirée? Et est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, tes débuts dans la police? Comment tu te sens? Comment t'intègres une brigade? Bah, écoute, donc, venant de Molenbeek, c'était pas facile parce que quand tu rentres à la police, on sait d'où tu viens, évidemment. On savait que je venais de Molenbeek. Et encore une fois, on était parmi les premiers. Je veux pas jouer au Calimero qui se plaint, pas du tout. Mais c'était très compliqué. Une petite anecdote, la première fois que je vais sortir en patrouille sur un secteur, et il y a l'officier qui fait les équipes et qui dit, voilà, Marc et Véronique, vous faites tel secteur, Antoine et Thierry, vous faites tel secteur. Et puis il se retourne vers moi, il me dit, toi, tu vas avec, je crois que c'était Johan ou quelque chose comme ça, Johan, et vous faites le secteur 8. Le Johan en question, il se retourne, il me voit. Le premier truc qu'il dit, il dit, merde, c'est pour moi le bougnoul. Ça, c'était mon premier contact de terrain. Et tu l'as entendu dire ça? Ah, mais il s'est pas caché, il l'a dit devant tout le monde et tout le monde a rigolé. C'était comme ça à l'époque. Et comment tu réagis Enfin, comment on peut réagir Tu te quand... sens seul. Hmm. Tu te sens seul parce que voilà, tu es tout seul, tu es au milieu d'une brigade, il y a 40 personnes autour de toi. Tu ne vas pas changer le monde et tu le sais. Ça t'a pas découragé? Non, ça ne m'a pas découragé, mais là, j'étais persuadé, et de toute façon, on me l'avait dit, que j'aurais à prouver 2 fois plus que les autres. Ça, c'est une certitude. Voilà. Si moi je commets une erreur, ce sera pas une erreur, ce sera une catastrophe. Et s'il faut faire une enquête, je savais que moi je devrais aller jusqu'au bout de l'enquête, au bout du bout du bout, par rapport à un autre collègue qui peut-être, lui, pourrait rater une enquête, on ne lui en voudra pas. Ça, c'est une certitude. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Il n'y a pas que moi, hein, mes collègues d'origine maghrébine qui sont rentrés. On se l'était dit à l'époque, bon les gars, il va falloir qu'on se retrousse les manches et qu'on leur montre de quoi on est capable. Et comment t'es venue l'idée ou l'envie, enfin comment ça s'est présenté à toi pour devenir agent undercover, donc agent secret? Quand ça t'est venu? Alors, agent infiltré, je vais expliquer. En police, en Belgique, pardon, on a 2 polices. On a la police locale et la police fédérale. La police fédérale, c'est elle qui s'occupe des unités spéciales. Et dans les unités spéciales, il y a l'undercover team, qui, comme son nom l'indique, travaille avec des infiltrés qu'on envoie dans le milieu. À l'époque, j'avais un officier supérieur, un très bon officier supérieur, vraiment quelqu'un de magnifique, qui me voyait en travailler, parce que c'est vrai que je me débrouillais pas mal, je faisais du bon travail et il le voyait. J'étais très discret, mais malgré ma discrétion, il y avait du rendement derrière, sans faire de vagues. Il me l'avait conseillé, il m'avait dit, écoute, Omar, je te verrais bien à l'Undercover Team, peut-être que tu devrais aller voir, il y a une séance d'information qui se passe la semaine prochaine. Et il me le dit à moi, il dit ça à 2 autres collègues. Bon, j'y vais, mais franchement, j'y vais sans trop y prêter attention. Je dis, bon, je vais aller voir de quoi on parle. J'avais entendu parler des infiltrés, mais j'en savais pas plus. Et je vais avec mes collègues à cette séance d'information. J'en ressors de là pas plus convaincu, mais je postule quand même. Et pourquoi tu postules quand même? En fait, malgré que je suis policier, j'ai jamais aimé porter l'uniforme. Parce que j'ai toujours remarqué que quand tu portes pas l'uniforme, tu es beaucoup plus efficient, tu es beaucoup plus discret, donc tu es beaucoup plus efficace. L'uniforme, pas que j'en ai contre l'uniforme, pas du tout, loin de là, je le respecte. Mais je savais que sans porter l'uniforme, je travaillerais mieux. Ouais, tu me diras, tu aurais pu aller dans une brigade judiciaire où je ne porte pas l'uniforme aussi. Mais là, c'est encore plus loin parce que non seulement je ne porte pas l'uniforme, mais en plus, je prends une autre identité. En fait, tu voulais combiner et le terrain et le fait de travailler en sous-marin. Tout à fait, c'est bien ça. Mais tout en sachant qu'une fois que tu es agent infiltré, tu ne dis plus jamais que tu es policier. Plus jamais, c'est fini. En tout cas, durant la période où tu es agent infiltré. Hors de question de sortir ta carte de police un jour, ou de ta véritable identité. Donc, c'est un travail ingrat. C'est complètement ingrat. Pourquoi? Parce que tu fais vraiment du judiciaire pur, mais personne ne le sait. Et il faut comprendre cette gymnastique-là pour le faire, en fait. Et moi, je l'avais intégré très vite, très très vite. Mais du coup, tu disais donc, tu t'inscris sans forcément être convaincu. Et ensuite, comment se passe la suite? Mais ensuite, je suis convoqué au premier entretien. C'est un entretien comme ça, devant des officiers. On me pose un tas de questions pour voir si mon profil convenait.
Et je me rappelle, un des officiers me pose la question, il me dit, écoutez, si jamais vous êtes en infiltration et que vous devez aller avec une femme, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'ils avaient mon dossier, ils savaient que j'étais un homme marié. Évidemment, c'est des tests, tout ça. Et je lui réponds, je me rappelle, je lui réponds, je lui dis, écoutez, j'avais déjà 10 ans à la police à l'époque. Ça fait 10 ans que je suis policier. Hors de question que je perde ma femme pour un boulot. On arrête tout de suite. Et puis là, il me dit, non, non, restez, restez. De toute façon, on ne vous le demandera jamais. Donc ça, c'était le premier test, comme ça, où c'était vraiment verbal, comme ça, où on me jaugeait plus ou moins pour voir ma mentalité, ce que je pensais. Il y a des questions politiques, des questions philosophiques, des questions familiales, vraiment pour cerner la personnalité, comme ils disent. Et donc ça s'est bien passé. Ça s'est très, très bien passé. Et puis après ça, on a enchaîné les tests, mais c'était vraiment des tests pratiques. Pour voir comment tu réagis. Par exemple, on m'a envoyé à Molenbeek. J'avais un officier avec moi, une femme, Chris. Elle avait une enveloppe contenant une certaine somme d'argent. Et pendant une après-midi, elle me donnait à chaque fois un peu d'argent, 50 euros, 100 euros. Elle me disait, voilà, tu vas me rapporter de la cocaïne. Tu vas me rapporter de l'héroïne. Tu m'achètes autant d'ecstasy. C'était un test. Évidemment, Molenbeek, je le connais par cœur. Donc voilà, son enveloppe, je l'ai très vite vidée, quoi. Ça a duré, je crois, une demi-heure. L'enveloppe était vide. On avait tout acheté. Et elle avait téléphoné à l'état-major en disant, qu'est-ce que je fais? On a déjà terminé. Est-ce que je continue ou j'arrête? Non, non, arrête, stop, rentre avec lui tout de suite. Et ça, c'était mon premier, je veux dire, test pratique sur le terrain. Et ensuite, s'ensuit la formation réelle d'undercover. Et là, c'était autre chose. Là, c'était beaucoup plus compliqué. Vraiment beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, tu parles d'un test avec une Rolex. Du coup, j'aimerais bien que tu nous racontes cette anecdote. Ah, c'était magnifique celui-là. C'est le test du restaurant chic. C'est ça. Bah, en fait, c'était quasi vers la fin de ma formation undercover. Je suis invité par un des commissaires. Il m'a dit, écoute, Omar, je suis content de toi. Tu vas être un super bel aimant et tout. On va manger ensemble aujourd'hui. Ravi, super. On va dans un restaurant de Bruxelles, mais vraiment un très, très beau restaurant dans lequel je n'irai pas d'habitude. Je n'ai pas les moyens. Et il prend la carte, il me dit, mais vas-y, sers-toi, commande, entrée, plat, dessert, c'est vraiment la totale, la table est remplie. On passe une belle après-midi, on mange, on discute. Et puis là, il y a un moment où il me dit, écoute, rejoins-moi aux toilettes. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je le rejoins aux toilettes. Arrivé là, il me dit, écoute, tu me donnes ton argent, tes documents, tout ce que tu as sur toi, tu me le donnes. Je m'exécute, je lui donne. Et on va retourner s'asseoir. Moi, je vais partir. Et tu devras quitter le restaurant sans payer la note, mais sans commettre d'infraction. Hors de question que tu t'enfuis. Tu t'arranges avec le patron et tu me rejoins au bureau. Waouh, compliqué. On retourne, on s'assied. Pendant qu'il me parle, je ne l'écoute même plus. Je réfléchis déjà à ce que je vais faire. Et puis il part, il s'en va. Et arrive le moment fatidique de la note. Là, je me dis, bon, deux solutions. Soit je joue au touriste étranger qui a beaucoup d'argent et qui a une Rolex, parce que j'avais à ce moment-là une Rolex à la main qui venait du bureau, parce qu'on avait du matériel comme ça, des Rolex, des chaînes en or, etc., qu'on pouvait utiliser. Et je retiens ma Rolex. Et je lui parle dans un français approximatif, avec quelques mots en anglais et quelques mots en arabe. Je lui explique que je viens d'un hôtel pas loin, qui était du côté du quartier Louise, qui est connu, et que j'ai oublié tous mes documents chez moi, dans ma chambre, et je lui laisse ma Rolex. Monsieur, je ne sais pas, il appelle le gérant, on discute. Je continue, je reste dedans, je n'en démords pas, voilà. Si vous voulez, vous venez avec moi à l'hôtel, ou je vous laisse ma Rolex. Et puis il prend la Rolex, il la regarde, ah oui, c'est une vraie Rolex. Ok, il n'y a pas de problème. Je laisse la Rolex, je pars, je retourne au bureau. Évidemment, comme ça, il me voit rentrer, il me fait alors, ça s'est bien passé. Je dis, ouais, très bien, j'ai pas commis d'infraction, j'ai dit que j'allais revenir payer, ils m'ont laissé partir. Ah bon? Oui, il n'y a pas de problème, mais j'ai laissé la Rolex. On va tout de suite chercher la Rolex, ils m'ont donné les sous, puis j'ai été payé et récupéré la Rolex, c'est venu. Et voilà, c'est des tests non-stop pendant toute ta formation. On peut te faire un test en pleine nuit, on peut te le faire à 4 h du matin, à 8 h du matin, en plein après-midi, quand tu es fatigué, ou pendant que tu étudies, parce qu'on avait beaucoup d'études à faire. On devait apprendre toute la législation sur le trafic international, sur les lois, sur le trafic d'armes. C'était vraiment beaucoup de matières théoriques. Et ils n'hésitaient pas, par exemple, en plein moment où tu es occupé à étudier, parce qu'on était tous casernés, on ne rentrait pas chez nous, on venait te chercher dans ta chambre et on te sortait sur un exercice. Et du coup, tu passes tous ces tests et tu les réussis?
Oui, je l'ai réussi. C'était pas facile. Il y avait un test où on est venu me récupérer, je crois que c'était à 4 heures du matin, à mon hôtel. Et là, ils me prennent. Ils me disent d'abord, écoute, tu dois t'habiller chic. Parce qu'on avait des tenues vestimentaires spéciales. Tenue chic, tenue de rue, training basket. Là, c'était tenue smoking vraiment classique. Et je m'habille bien. Je descends. Il y a un officier qui m'attend en bas, à la réception de l'hôtel. Je pars avec lui. Il me dépose à Bruxelles, c'est du côté de la basilique de Kokelberg. À ce moment-là, il est peut-être 5 heures du matin, 5h30 du matin. Idem, pas de papier sur moi, pas d'argent, rien. Tu ne peux pas dire que tu es policier, tu ne peux pas commettre d'infraction. Il m'a dit, je te donne 4 heures. Dans 4 heures, on se retrouve à Anvers. Et j'ai pas de voiture et j'ai rien. Et j'ai pas d'argent. Et je peux pas commettre d'infraction. Donc, hors de question de monter dans le train en cachette, par exemple. C'est une infraction. Et Bruxelles et Anvers, c'est combien de temps? Moi, je crois que c'est une quarantaine de kilomètres. Il faut prendre le train ou aller en voiture, quoi. Et il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus qui y va. Oui, en gros, c'est loin, quoi. C'est Et puis compliqué c'est en l'heure, 4 il est heures. 5 heures du matin. Comment je fais? J'ai pas d'argent. Évidemment, ça c'est le bruxellois. Je me rappelle que à quelques encablures de là, il y a une mosquée. Et je sais que le matin, ils vont prier très tôt. Et je vais devant la mosquée. Avant d'y aller, je retire ma veste que je cache dans les buissons. J'enlève le nœud papillon, je retrousse mes manches, je me salis, je me dégueulasse. Et je vais devant la mosquée, je commence à mendier. Et puis, l'imam qui sort, il me dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? De grand matin, tu viens déjà mendier, etc. D'habitude, c'est le vendredi que vous venez mendier. Enfin, il fait tout son speech. Je dis, écoute, excuse-moi, moi, je ne viens pas mendier de l'argent, j'ai pas besoin d'argent. Moi, ce que je veux, c'est que quelqu'un me paye juste un billet de train, je dois aller chez ma sœur, et je viens de débarquer du bled. J'ai pas de papier. En fait, j'ai joué le sans-papier. Hmm. Ah, ok, ça va. Il a commencé à dire ça à tous ceux qui rentraient. Ah, ben voilà, il attend ici, il doit aller chez sa soeur. Et chacun me donnait 10 euros, 5 euros, 20 euros. Tout le monde m'a donné. Je suis reparti de là, je crois que j'avais 200 ou 300 euros, quoi. Donc, le train à l'aise, tout à l'aise. Et j'ai même pris un taxi pour aller jusqu'à la gare. Je me suis permis ça. Et c'est comme ça que j'atterris à Anvers, en fait, à la bonne heure, à 9 h du matin. Et il m'attendait sur place. Donc, tu as réussi le test? J'ai réussi le test. Je pensais qu'il était terminé, mais il n'était pas terminé. Parce que pour moi, le test est fini. Voilà, retour à Bruxelles jusqu'au prochain test ou suivre mes cours comme d'habitude. C'est ce qu'il m'avait dit d'ailleurs. Il m'avait dit une fois qu'on arrive à Anvers, je te ramène moi à Bruxelles. Et puis en fait, une fois arrivé à Anvers, il me dit écoute, tu vas rester à Anvers. Je reviendrai te chercher, peut-être demain, peut-être après-demain, je sais pas, je verrai. Mais tu restes à Anvers. Et toujours le même truc, pas commettre d'infraction, jamais dire que tu es policier, ne pas révéler ta vraie identité. Voilà, ça c'est la règle principale. Et évidemment, il me laisse à Anvers, mais il y a des équipes qui nous surveillent. Je n'étais pas le seul. Il y avait plusieurs collègues qui étaient aussi en formation, qui étaient aussi à Anvers. Et il y a des équipes qui, on sait qu'on est observé, on ne les voit pas évidemment. Ils sont spécialisés dans l'observation. Donc on sait qu'on est observé. Donc tu ne peux pas commettre d'erreur. Et à ce moment-là, en fait, je tourne à Anvers toute la journée. Je vais mendier même. Je m'arrête sur la place verte, on l'appelle. C'est une place à Anvers où il y a tous les mendiants. C'est pas facile les mendiants, ils sont très méchants d'ailleurs. Hein, parce que Ah quand oui. j'ai été mendier, Hmm. à plusieurs fois, j'ai failli recevoir un tesson de bouteille. Pourquoi? Parce que je mendiais à sa place. Et que tu dois bouger et l'autre te chassait. Ils ont leur place attitrée, quoi. Ah oui, oui, bien sûr, ouais, c'est des fonds de commerce. Hein, ils sont tous dans leur quartier. Et malheur à celui qui vient empiéter sur leur territoire, quoi. Et donc j'ai passé la journée à mendier. Mais pourquoi t'as mendié pourquoi? Parce Pour que pouvoir manger, je dois pour... manger, voir, puis je dois passer je savais que j'allais passer la nuit. Hmm. Donc je voulais me payer au moins un hôtel, dormir au chaud, prendre une douche. C'est tout ça. Et en fait, avec la mendicité, j'ai quasi rien eu. Hein. Quelques euros, mais c'était minable, quoi. Je me faisais plus insulter qu'autre chose. Et donc, au final, je traîne comme ça pendant toute la journée à Anvers jusqu'à ce que je me renseigne comme ça auprès des mendiants. Ils me disent, écoute, là-bas, il y a un centre, c'est les bonnes sœurs qui le tiennent. Vas-y, peut-être tu auras de la chance, tu pourras passer la nuit là-bas et boire une soupe. Peut-être. Et c'est ce que je fais. Je vais chez les bonnes sœurs. Je sonne, elles sortent, elles m'accueillent magnifiquement. Je leur explique ma situation, que j'ai pas de papier, que je débarque du bled, le même truc que j'avais fait auparavant, et que je voulais juste manger un bout de pain, dormir et prendre une douche. Et ben voilà, elles ont été magnifiques, elles m'ont accueilli, elles m'ont fait rentrer, j'ai super bien mangé, j'ai pris une douche, puis
J'ai dormi dans un dortoir immense. Oui, je n'étais pas le seul, évidemment. Mais il y avait plein d'autres personnes. Ah oui, il y avait des SDF, ça ne sentait pas très bon, c'est normal. Mm. Tu dors d'un œil parce que tu ne sais pas qui est ton voisin. Mais bon, au moins, j'étais au chaud, quoi. Mm. Et du coup, en fait, t'enchaînes souvent les tests comme ça, et à chaque fois, en vrai, tu les réussis. Ouais, c'est ça, j'enchaînais test après test. Donc, en fait, la formation d'agent infiltré, en fait, c'est une formation éliminatoire. D'accord. Donc, c'est pas parce que tu as réussi les tests d'entrée chez nous que tu vas rester agent infiltré. Non. Pendant la formation, on peut t'éliminer. Si tu rates un test, Mm. on t'élimine. Voilà, parce que tu dois avoir une progression D'accord. vers le haut et pas vers le bas. Et toi, à chaque fois, tes tests, tu les réussis, donc Ouais, à chaque fois, t'avais crescendo. en même temps, bon, la rue, on connaît. Oui. T'avais cet avantage-là, en gros. Mais oui, j'avais vraiment cet avantage-là. Moi, la rue, je connais par cœur la rue. Moi, c'était mon terrain de jeu, la rue, hein. Mm. Quand t'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, je suis issu d'une famille nombreuse. On habitait au tout début dans un petit appartement. C'était pas très grand, donc mon terrain de jeu, c'était la rue. Mm. Donc je savais me débrouiller. Je savais trouver mon chemin sans problème. Et donc, tu intègres officiellement l'Undercover Team. Oui, après toute la formation, tous les tests, j'intègre officiellement l'Undercover Team. J'ai une période de stage encore qui doit courir, que je ne termine même pas. Pourquoi? Bah, en fait, ils avaient tellement de boulot que s'ils devaient attendre que je termine le stage, etc., je n'aurais pas été opérationnel immédiatement. Et je me rappelle que j'étais en plein cours de comptabilité, parce qu'on a aussi des cours de comptabilité, gestion d'entreprise, etc. Parce que durant ta carrière d'agent infiltré, tu peux être amené à être chef d'entreprise. Oui. Donc il faut savoir de quoi tu parles. Donc j'étais au cours de comptabilité, gestion d'entreprise, et le mec il me touche l'épaule, je me retourne, c'est l'officier, il me dit, dans mon bureau, j'ai besoin de toi. Tu es dans le mood hein, des tests, donc tu te dis, qu'est-ce qu'il va me faire comme test? Qu'est-ce que je vais subir? Qu'est-ce que je vais avoir? Et en fait, il n'y avait pas de test, il me dit, écoute, ton stage s'arrête. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Il fait, non, tu n'as rien fait, ton stage s'arrête, j'ai besoin de toi, tu vas en opération immédiatement. Ok. Et donc là, tu commences ta première mission. Et c'est là que je prends une première mission. Et d'ailleurs, comment ça se prépare une mission? Alors, une mission, ça se prépare de deux manières. Il y a la préparation, je veux dire, judiciaire, normale, D'accord. parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. En fait, pour enclencher une mission d'infiltration, il faut que les enquêteurs aient utilisé tous les moyens légaux et normaux d'enquête sans arriver à parvenir à identifier les suspects ou à trouver de la marchandise. Une fois qu'ils n'ont pas réussi, tout en usant tous ces moyens légaux, à ce moment-là seulement, ils peuvent faire appel à un agent infiltré qui va venir en appui sur leur enquête. C'est comme ça qu'on déclenche une opération. Et puis il y a toute la préparation de l'agent. Faut savoir, chez nous, un agent infiltré, il a des vrais documents, des vrais faux documents. C'est pas une fausse carte d'identité, quoi. C'est une vraie carte C'est une vraie d'identité. carte d'identité, mais c'est pas ta vraie identité. Mais c'est pas ta vraie identité. D'accord. Mais tu es enregistré, tu es convoqué aux élections, tu payes des impôts, tu as un appartement, sur cette identité, tu achètes une voiture. Donc officiellement, on va dire entre guillemets, ton personnage existe aux yeux de l'État belge. Aux yeux de l'État, aux yeux de l'administration, D'accord. j'existe. En fait, la raison est très simple. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ce genre d'enquête et ce genre d'opération sans penser à la corruption. Ça existe, la corruption, même au sein de la police. En fait, c'est pour éviter d'être grillé par un policier. D'accord. S'il fait une petite recherche sur ma personne pendant que je suis en infiltration, par exemple, il prend ma plaque d'immatriculation sur ma voiture, ben, il aura mon identité, la vraie fausse. Il aura la vraie fausse, ça veut dire celle que je ne suis pas, en réalité. Il aura mon adresse fictive, où il y a un appartement, où j'ai En gros, tu as tout comme une vraie personne. Mais Tu complètement. as un compte bancaire, tu as une identité, tu as un appartement, Mais une complètement, voiture, tu un fais même les métier. courses pour ton appartement. Tu vas au marché du coin, faire tes courses, tu remplis ton Mm. frigo, tu parles avec la voisine, tu connais ton coiffeur. Il y avait une petite supérette, et je me disais, mais je dois me faire connaître de cette petite supérette de quartier, là, où je fais mes courses 2-3 fois par semaine. Et je me rappelle, je m'étais dit, bah, tu sais quoi, quand tu arrives à la caisse, tu renverses, je ne sais plus ce que j'avais renversé, je crois que c'était du lait ou un truc que j'avais perforé, j'ai renversé, je leur ai fait le bordel là. Et c'est comme ça qu'une femme, elle se souvient de moi. Pourquoi? Parce que je suis le gars qui a renversé le lait sur le comptoir, etc., etc., etc. Donc la fois d'après, quand tu reviens dans la supérette, bah, elle t'appelle quasi par ton petit nom, quoi, parce qu'elle te connaît. Et c'est comme ça que tu crées cette couverture, en fait.
Mais c'est comme ça aussi avec l'inspecteur de quartier qui vient t'inscrire. C'est un policier. Je fais mon changement d'adresse, il va venir vérifier. Je ne me présente pas à lui en tant que policier. Je me présente à lui sous fausse identité. Et il m'inscrit réellement. Et lui, il pense qu'il a affaire à Dupont ou Jacques ou peu importe. D'accord. C'est Donc, vraiment comme ça. et tu vas jouer la casquette de ton travail donc, en tant qu'agent infiltré et de ta vie privée. Ou du coup, tu es obligé de séparer les deux. Par exemple, je sais pas, dans une semaine, bah, tu peux pas rentrer chez toi dans ton vrai chez toi. Non, si tu es en opération, surtout si c'est une opération de longue durée, bah, tu vas rentrer moins chez toi, évidemment. Tu rentreras beaucoup moins chez toi. Mm. Tu rentreras une fois tous les 3 jours, une fois par semaine, ou peu importe. Mais en fait, tu switches vraiment dans ta tête. Tu n'es plus cette ancienne personne. Tu ne peux pas te permettre de penser à ça. D'accord. Tu ne peux pas te permettre de penser à ta femme, tes enfants, que tu dois peindre ou regarder la salle de bain. Tu ne peux pas penser à tout ça. Du coup, toi, tu prépares plusieurs missions différentes en même temps. Donc, ça veut dire que tu as ta vie privée et tu as la mission 1, 2, 3. Et en fait, tu prépares à chaque fois ta couverture pour les prochaines missions. Tout à fait. C'est comme ça que ça marche, en fait. Les gens pensent qu'un agent infiltré, en fait, il fait une opération d'infiltration, point barre. Oui. Et il est dedans à fond, et voilà. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand tu rentres comme undercover, tu vas créer peut-être 3 ou 4 identités différentes, directement. Et à chaque fois que tu en utilises une, parce que moi, il m'est arrivé d'être sur 3 ou 4 opérations en même temps, que ce soit des longues durées ou des courtes durées. Et à chaque opération, il y a une identité différente. Il y a un vécu différent, un appartement différent, Donc, une ça voiture veut dire, différente. et excuse-moi, je te coupe, mais en gros, ça veut dire, par exemple, si tu travailles sur 3 couvertures, donc tu as 3 noms, C'est 3 ça. appartes, 3 voitures, Ouais. 3 métiers, 3... Et comment tu arrives à gérer tout ça? Comment tu as fait pour ne pas te perdre ou te Bah, confondre? Bah, écoute, l'erreur est humaine, ça arrive. Ça m'est Bien arrivé. sûr. Ça m'est arrivé. Je me rappelle une fois, je rentre à la banque et je dépose une carte de banque à un certain nom et je dépose une identité complètement autre chose, mais avec ma photo. Et je me rappelle la tête de la guichetière qui me regarde. C'est quoi, c'est un escroc, c'est qui ce type? Et je dois tout reprendre et de partir en courant, quoi. Et j'ai tout annulé. J'ai tout annulé cette identité. Pourquoi? Parce que voilà, je me suis dit, ils vont me griller là. Ouais, J'ai recommencé une autre identité. J'en ai grillé 2 en fait. Ah oui. J'ai créé 2 identités parce qu'il y avait 2 noms différents. Non, c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est facile. Mm. Mais à la longue, tu t'habitues quand même. D'accord. Je me rappelle, j'avais 4 portables différents. Selon la sonnerie que ça avait, je savais de quelle opération c'était. Tu avais mis des sonneries différentes? Ouais, juste pour savoir de quelle. Par exemple, voilà, si c'était telle sonnerie, je savais que ça c'était pour la cocaïne, l'opération Anvers. Quand c'était une autre sonnerie, je disais, mais ça c'est pour le trafic d'armes. Et voilà, parce que tu décroches, tu as un interlocuteur en face que tu dois appeler par son nom. Bah oui. Il ne faut pas se tromper de nom. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. C'est une gymnastique non-stop. C'est fatigant, c'est très fatigant intellectuellement, en fait. Hein. Mais oui, mais même émotionnellement, Oui, ça doit être complètement compliqué fatigant. de... C'est pour ça qu'un agent infiltré, en fait, tous les 3 mois, il passe chez le psy. Tous les 3 mois, on avait un passage chez un psy, la psy en l'occurrence, qui nous évaluait pour voir où on en était psychologiquement, parce que c'est compliqué à gérer. Ce qui est compliqué à gérer, c'est que tu n'es quasi plus jamais toi-même. Oui. Tu es non-stop dans le jeu de rôle. Parce que ce matin, tu as été au port d'Anvers, que tu as négocié de la cocaïne, un transport ou un achat ou peu importe, et que tu étais Mourad. Et l'après-midi, tu étais de l'autre côté, du côté des Ardennes flamandes ou peu importe tout ça, et que là, tu es dans une affaire de pédophilie ou autre chose, où tu es complètement une autre personne. Et voilà, donc sur une journée, tu peux passer du coq à l'âne sans problème, sans problème. Et puis il y a la tenue vestimentaire qui change, il y a les apparences. C'est vraiment... On est des manipulateurs, en fait. On manipule les gens. Le boulot, c'est ça. Mais il faut quand même préciser, tu ne manipules pas n'importe qui non plus. Non, toi, du tout. Toi, derrière, il y a un but. Bien sûr. Il y a un but judiciaire, il y a un but moral, on va dire ça comme ça. Oui, complètement. Toi, tu fais ça avec des criminels, pas avec les gens dans la vie. Oui, bien sûr. On manipule pas n'importe qui. Ceux qu'on manipule, on les connaît, on sait c'est qui. On sait ce qu'ils valent, on connaît leur dangerosité. Et puis, on sait très bien que si on est arrivé au stade de faire une infiltration, c'est que c'est déjà une grosse organisation criminelle. Donc, on n'hésite pas une seconde à les manipuler, bien sûr. On n'hésite pas du tout. Dans ton livre, tu reviens sur ta première mission.
Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, surtout aussi comment elle se termine? Alors, c'était la première option. Ça fait longtemps que j'ai plus relu le C'était livre. avec les Turcs, il me Avec les semble. Turcs, ouais, tout à Ouais. fait, c'est ça. Mais en fait, c'est une mission qui, à la base, n'était pas très intéressante. Parce que ce qu'on me donne comme consigne, en fait, on me dit voilà, tu dois aller. Je crois que c'était à Charleroi. Et on me dit voilà, il y a des salles de jeux clandestines. Mhm. Et on essaie de les démanteler, ces salles de jeux clandestines. Il faut que tu y ailles pour les démanteler, pour qu'on ait des informations, qu'on sache qui tient les salles, qui joue, combien on joue, etc., etc., qu'est-ce qu'on joue. Et donc, je commence cette opération où je fréquente les salles de jeux clandestines. C'est dans le milieu turc. Et je claque beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent dans les salles de jeu. C'est des gens qui vivent. Une fois, on était occupé à jouer. Il y a un gars à côté, il claque 20 000, je crois, ou 25 000. Et il se marre. Il se marre, mais vraiment, il se marre. Quoi. Le type, il n'a rien à foutre. Déjà, dans ma tête, je me dis, c'est pas normal que ce type, il claque 20 000, 25 000 et il se marre. Quoi. D'où il vient ce fric? Je commence à avoir des suspicions déjà. Il y a autre chose. C'est pas possible que ce soit que du jeu ici. C'est pas normal. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques remontrances. Pourquoi? Parce que j'ai gaspillé trop d'argent. Je me dis, ouais, mais vas-y doucement. Et en fait, au fur et à mesure de l'opération, de l'infiltration, que je commence à connaître des gens, où je commence à connaître le tenancier, je commence à connaître les clients, les joueurs, les mauvais joueurs, les bons joueurs, les gens dangereux. Ça m'est arrivé d'être dans des situations où en plein jeu, il y en a un qui sort une arme, parce que le gars pète un câble. Autant il y en a un qui peut rigoler en perdant 20 000, un autre peut sortir une arme parce qu'il estime que tu as triché ou quoi. Mais toi, par exemple, s'il y en a un qui sort une arme, tu dois rester, en gros, tu dois rester de marbre, Ah oui, tu non, dois t'es faire toujours comme pas si de rien flic. n'était. Ah ouais, t'es pas flic. Tu D'accord. réagis comme un criminel en fait. Hein. Mm. Mais de toute façon, si tu réagis autrement que comme un criminel, tu te mets en danger. Oui, ils peuvent avoir des soupçons sur toi. Directement. Tu t'imagines, tu es dans une salle de jeu clandestine, c'est fermé à clé. Il y avait le café ou le bar, je veux dire, parce qu'il y avait la salle principale où les clients s'asseyaient. Et il y avait encore derrière une porte avec un miroir sans teint. Et nous, on était dans cette arrière-salle. Euh, le barman, il avait un petit bouton, ce qu'il pouvait appuyer. Et quand il appuyait sur le bouton, il y avait une lumière rouge qui s'allumait chez nous. Ça veut dire que les flics arrivent et qu'on devait tout planquer. Ah oui, ils étaient organisés Ah non, non, à ce point-là. c'était super bien organisé. Hein. Tu sais, dans les salles de jeux clandestines, les gens ne se rendent pas compte, mais par exemple, si tu es tenancière d'une salle de jeux clandestine, tu es payé au quart d'heure. Ça veut dire que si moi je veux venir jouer dans ta salle, ben, chaque quart d'heure, je vais te donner un certain montant parce que je joue dans ta salle. Et ça, c'est tous les joueurs. Donc si on est à 10 autour de la table, les 10, tous les quarts d'heure, ils payent le tenancier. Et celui qui ne paye pas le quart d'heure, ben, il se lève et il part. Ah oui, d'accord. Donc c'est un business. Hein, Ok. y a de l'argent qui tourne vraiment là-dedans. Hein. Et du coup, tu disais qu'il y avait un monsieur qui se marrait parce qu'il claquait 20 000, 25 000 et tu sentais qu'il y avait quelque chose de... Il y avait quelque chose d'autre. Ouais, je savais qu'il y avait quelque chose, mais je savais pas quoi. Hein. Franchement, j'ignorais ce que c'était. Je me disais, peut-être qu'il a un autre business, c'est pas possible qu'il claque ça comme ça et qu'il rigole. Et au fur et à mesure, on fait des contacts. En fait, je me rends compte qu'il y a un trafic d'héroïne aussi. C'est clair et net et évident. Parce que j'entends parler de marchandises, j'entends parler de brune, comme on dit, la brune. Et quand on dit la brune, on ne parle pas de la bière, on parle de l'héroïne. Et j'avise chez nous, très vite, j'avise, je fais écouter, il y a quelque chose d'autre, il y a un trafic d'héroïne. Et là, évidemment, ils étaient tout contents chez nous. Stop, t'arrêtes le jeu clandestin, et vas-y, fonce dans le trafic d'héroïne. En fait, je monte une société vite fait, une société de transport internationale. J'avais deux collègues infiltrés qui travaillaient soi-disant pour moi, qui étaient mes chauffeurs. Et ils avaient chacun leur camion, qu'on faisait rouler réellement. Les camions roulaient. Oui, donc tu travailles pour de vrai, Ah oui, en on tant travaillait que pour de vrai. La transporteur. société, on roulait, on pouvait transporter du saumon du Danemark ou des oranges d'Espagne. Ou voilà, les camions, on les faisait circuler parce que le monde du transport, c'est un monde très fermé, très connu. Les chauffeurs se connaissent entre eux. Même les douaniers connaissent les nouvelles sociétés, des anciennes sociétés. Donc, c'est une société qu'on a vraiment fait vivre, Il fallait se faire voir. se faire voir, se faire connaître dans le milieu du transport. Et ce que je faisais de temps en temps, en fait, je demandais à un de mes chauffeurs de passer quand j'étais au café, au bar. Et il s'arrêtait devant le bar, il donnait un gros coup de klaxon avec son camion, un Scania.
Et je faisais signe de venir, je lui donnais une enveloppe. Les gens regardent, qu'est-ce que c'est? Ils se posent des questions. On manipule. Voilà, et puis le camion repartait. Et c'est comme ça que je suis, en fait, à la fin, moi, approché par un gars, un Turc. Et je le sens directement venir parce qu'il commence à me poser des questions. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces camions? C'est à toi? T'es patron? Où est-ce que tu roules? Et qu'est-ce que tu transportes? Combien ça coûte? Enfin, il me pose un tas de questions. Tu sens qu'il y a quelque chose. Je lui réponds plus ou moins. Je reste discret. Parce que dans le milieu criminel, on aime bien les gens discrets. Encore une fois, tu vois, c'est un truc que les gens pensent que les criminels sont des gens qui aiment bien se faire voir, etc. Non, pas du tout. Mm. Les vrais criminels que moi j'ai fréquentés, je ne parle pas des petits dealers de quartier, évidemment. Oui. Je parle des gros criminels, c'est des gens très discrets. Vraiment très, très. C'est des pères de famille, c'est des gens lambda, c'est pas marqué sur son front, mais c'est un criminel, c'est un narcotrafiquant. Et je m'approche de cette personne, ce Turc. On devient amis très vite. Et c'est lui qui me fait rentrer dans le circuit de l'héroïne. Très vite, je rentre dans le circuit. Il me présente à d'autres gens. Et il me présente surtout à un homme, je ne vais pas citer le nom, qui doit être sorti de prison d'ailleurs maintenant. Un, un Allemand d'origine turque, en fait. D'accord. Et ce gars-là, en fait, c'était un des plus gros importateurs d'héroïne en Europe. Les Allemands ont essayé, je crois, à 5 opérations. Ils ont fait 5 opérations pour essayer de l'avoir. Ils ne sont jamais arrivés. C'est un type qui travaille qu'en famille. Pour dire, il travaille avec sa fille, avec son beau-fils, avec ses beaux-frères à lui. Enfin, c'est vraiment familial, une entreprise familiale. Et ce qu'il faisait, en fait, lui, c'est qu'il rachetait l'héroïne afghane, il la faisait rentrer en Turquie, en Iran, pardon, d'abord, et puis la Turquie. Et l'acheminait via l'Italie, via la mafia italienne, elle redescendait sur l'Europe, la Belgique, la France, l'Angleterre surtout. Et je rentre dans leur milieu, en fait. Et on commence à négocier les prix, etc. Est-ce que tu veux transporter pour moi? Tu ne veux pas transporter pour moi? J'hésite. Il faut y aller vraiment petit à petit. Hein, parce que pour eux, je suis un chef d'entreprise qui ne veut pas risquer de perdre un camion ou de perdre ça. Donc j'hésitais vraiment. Et jusqu'à ce qu'un jour, voilà, on arrive au deal, où je dis, OK, j'accepte. Je vais le faire. Je vais ramener votre héroïne. Et voilà mes conditions. Je crois que le prix, c'était à ce moment-là, c'était 450 € par kilo transporté. C'est ce que je prenais. Et t'as transporté combien de kilos? 700. 700 kilos. Ouais, ça fait pas mal d'argent. Ah oui, d'accord. Ça fait pas mal d'argent. Mm. Parce qu'il y a de risque. Tu vois, une marchandise, c'est ça qui donne la valeur à la marchandise. Bien sûr. Peu importe que ce soit de l'héroïne, de la cocaïne ou de l'ecstasy ou peu importe, quand elle est dans le pays d'origine, elle ne vaut rien. Elle ne vaut absolument rien. C'est quand elle sort de ce pays-là qu'elle a passé toutes les étapes, qu'elle prend de la valeur. Et au plus elle se rapproche, au plus elle prend de la valeur. Et je rentre dans ce milieu-là, en fait, et je deviens trafiquant. Je deviens narcotrafiquant dans l'héroïne. Ça a duré quand même longtemps. Hein. Ça a duré une opération qui a duré plus d'1 an. Ah oui, quand même. Ouais, C'est long. ça a duré plus d'1 an. Jusqu'à ce qu'on était certain d'avoir tout le monde. Que je connaissais tout le monde. J'avais toutes les marques d'immatriculation. Je connaissais les adresses, les lieutenants, le patron, qui fait quoi, qui coupe, comment il coupe, qui transporte, qui ramène, qui blanchit. Voilà, une fois que j'avais tout, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Là, on a lancé l'opération. Voilà, l'opération s'est plus ou moins bien passée à la fin. Pas trop. En fait, si je dois t'expliquer, c'est qu'à la fin, on fait avec la collaboration avec les Turcs, avec les Italiens, avec la France, avec les Hollandais, avec plusieurs pays, on se dit voilà, on va faire une intervention simultanée où ce qu'on arrête tout le monde le même jour. En même temps. En même temps. Et à ce moment-là, en fait, moi, je ramenais, je crois, 400 kilos. J'avais déjà amené 700 kilos et je devais ramener encore 400 kilos. Et je ramène 400 kilos d'héroïne. Évidemment, on n'arrive pas jusqu'ici parce qu'ils interceptent le camion, c'était prévu. Ils interceptent les personnes en Turquie, en Italie, partout, tout le monde est intercepté, sauf en Belgique. Et une petite guéguerre entre services qui a fait que chez nous, il n'y a pas d'arrestation. Mais ça pouvait te mettre en danger. Ah, ben ça me met complètement en danger. Pourquoi? Parce que les gens se disaient, mais c'est pas possible. En Turquie, tout le monde est arrêté. En Italie, ils sont arrêtés. Et ici, en Belgique, Omar, il est toujours là. Il n'est pas arrêté. Nous, en Belgique, on est toujours là. Les autres gars qui sont restés en Belgique.
Il nous a fait un coup, c'est pas possible. Il nous a fait un coup. Et j'avais un appartement dans un quartier qui était pas loin de ce café-là. Donc je fréquentais vraiment ce quartier-là. Et mes collègues qui étaient à l'écoute téléphonique sur cette target-là me disaient, écoute, fais gaffe, Omar. Sur les écoutes, on l'entend clairement, ils sont occupés à planquer devant ton appartement, ils veulent t'enlever. Voilà, ils préparent ton kidnapping, quoi, parce que voilà, ils se disent que tu les as roulés avec ces 400 kilos et que c'est pas la police qui a fait ça. Il y a eu des arrestations, mais que la marchandise a disparu puisque eux sont toujours là. Ce qui n'était pas vrai, hein, évidemment. Et donc, je me suis caché pendant des semaines et des semaines, parce que je rasais les murs, parce que voilà, je Et savais que... eux, en attendant, ils sont toujours pas arrêtés. Ça a duré en fait, je crois, 2 mois avant qu'ils soient arrêtés. Ah oui, quand même. Oui, ça a duré Très 2 long. mois. Et il a fallu qu'on tape du poing sur la table pour qu'on dise qu'il faut réagir maintenant. Et c'est à ce moment-là, à peine qu'ils ont été arrêtés. Et que bon, voilà, moi j'ai pu sortir du bois, quoi, parce que hors de question qu'on me voit à ce moment-là. Et puis évidemment, pendant toute une période, on m'a plus vu dans ce secteur-là, évidemment. Et puis tu changes d'apparence, etc., etc. Et ils ont été condamnés, du coup? Oui, ils ont tous été condamnés. D'accord. Dans les gars, il y avait des tueurs dans le gars. Il y avait un gars qui venait avec le target principal, un de ses lieutenants. C'est un gars qui avait fait de la tôle pour meurtre. Voilà, clairement. Et pendant qu'on négocie, ils te le disent, les gars, ils n'hésitent pas. Hein. Ils te le disent, au moindre problème, 2 balles. 2. Et ils disaient, une là, voilà, d'accord. Et Ah ouais, voilà, d'accord. tu négocies avec eux, tu traites, tu fais le dur. Mais t'avais pas peur? Enfin, c'est. Mais bien sûr, des fois, tu as peur. C'est normal que tu as peur, mais tu as peur après coup. T'as peur au moment où, en gros, la mission, elle se touche à sa fin, c'est ça? Au plus tu te rapproches de la fin, d'une phase finale, au plus ça devient dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a la cam, il y a de l'argent. Mm. Il y a de l'argent en jeu. Il y a des braqueurs. Tu sais, dans le milieu, tu as les narcotrafiquants et puis tu as les braqueurs de narcotrafiquants. Et voilà, tu es dans ce monde-là. Hein. Tu transportes sur toi 100 000 euros, il ne faut pas que ça se sache. Il ne faut vraiment pas que ça se sache. Qu'aujourd'hui, tu transportes 100 000 euros parce que tu risques. Mm. C'est tous des trucs qui arrivent dans le milieu. D'accord. Il n'y a pas que le narcotrafic. Il y a aussi ceux qui sont en parallèle du narcotrafic, qui essaient de grappiller, qui essaient de t'escroquer. Ou bien on va essayer de te vendre, par exemple, on va me dire 450 euros, ok, d'accord. Je vais demander un premier versement. On va me le donner. Mais le jour, par exemple, où je vais dire, voilà, maintenant il faut régler la note. Qu'est-ce que j'en sais, moi, quand je vais venir pour que tu me règles ta note, que tu me donnes de l'argent ou du plomb? Si ça se trouve, tu me mets une balle et puis tu me dis, c'est fini, moi, je ne le paye pas, c'est fini, je vais en prendre un autre. Ah oui, donc en fait, tu as tous ces risques-là. Ouais, c'est ces risques-là qu'il faut prendre en considération. Et c'est pas comme dans les films où ce qu'on voit que pendant qu'il y a un infiltré qui est au contact et il y a des snipers qui le suivent. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est faux. Non, t'es tout seul, voilà, c'est à toi de gérer. Et puis ensuite, tu reviens très souvent sur ce clan de narcotrafiquants, donc c'est la Mokromafia. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est déjà la Mokromafia et à quel genre de personnes tu as eu affaire dans cette mission? Alors, la Mokromafia, ça commence en fait, ça a commencé, si je devais reprendre historiquement la Mokromafia, ça commence avec la première vague d'immigration, parce que les personnes du Maghreb sont venues travailler en Europe, en Hollande précisément, en Belgique. C'est des gens qui avaient qui fumaient du shit. D'accord. Qui fumaient de l'herbe. Et ils avaient cette habitude de ramener leur consommation personnelle. Ça a commencé comme ça, la Mokromafia. Et puis après, ça a évolué. C'était on ramène pour l'oncle, on ramène pour le voisin, on ramène plus juste pour soi. Et c'est comme ça que le business du trafic d'hachich commence en Hollande et en Belgique. Et je parle de ça dans les années 70. 70, 80, plus ou moins. Et puis, de fil en aiguille, en fait, c'est devenu un business, quoi. Ils ont remarqué que, voilà, qu'en ramenant du shit, il y avait du business à faire. Et voilà. Là, ça commence. C'était très familial au début. C'était vraiment des clans familiaux, parce qu'il y avait telle famille qui avait tel quartier, telle famille qui avait tel quartier, telle famille qui avait... Mais après est venue la deuxième, la troisième, la quatrième génération. Et eux, ils n'ont plus travaillé de la même manière. Eux, en fait, c'est vraiment... ils ont quadrillé les villes. Où ils disaient, voilà, par exemple... Bruxelles, telle commune et telle commune, c'est pour moi, on ne parle plus de famille, c'est pour moi et ma bande et mon organisation. Et on ramène, et on vend, etc. Et puis est arrivée la cocaïne.
Et c'est là que c'est devenu encore plus dangereux, en fait. À la limite, avec le shit, bon, c'est illégal, mais bon, ça allait, c'était pas trop méchant. Il n'y avait pas autant de violence. Mais quand la cocaïne est venue, ils sont venus non seulement avec la cocaïne, mais avec des méthodes de sicarios mexicains. Parce qu'il y a des gars qui sont partis au Mexique voir là-bas les labos, comment il faut faire. Il faut apprendre le métier. Tu ne deviens pas chimiste du jour au lendemain dans la cocaïne, quoi. Il faut aller voir sur place. Mais ils ont ramené la violence avec. Ils ont ramené cette violence avec. Parce qu'ils ont vu comment ils travaillaient là-bas au Mexique. Surtout au Mexique et en Colombie aussi. Et donc ils ont plongé dans le milieu du trafic de cocaïne. Et c'est là qu'ils ont vraiment fait des gains, mais fois 100. Ce qui rapporte. D'ailleurs, ils ne s'intéressent même plus au shit. Hein. Mm. Ils ne s'intéressent plus au shit. La cocaïne, c'est beaucoup plus Ah cher, ben non, attends. beaucoup plus rentable. Si on part, toi et moi, aujourd'hui à Bogota, et on va négocier 1 kilo de cocaïne, il y a moyen de l'avoir pour 2000 euros. 1 kilo, 1 2000. kilo. Ok. Et quand je te dis 1 kilo à 2000 euros, je parle de cocaïne pure, qu'on pourra encore couper 3 fois. Donc 1 kilo nous donnera 3 kilos. Le même kilo, Pur? même pas, mélangé. D'accord. Donc les 3 kilos que tu vas ramener ici mélangés, Ouais, coupé, ouais. coupés, tu les retapes à 30 000 30 000 euros le kilo? le kilo, plus ou moins. Ça peut être 27 000, 28 000, 35 000, on va dire 30 000. Ça dépend si tu es en France, en Angleterre. En Angleterre, c'est encore plus cher. En Australie, c'est encore plus. Donc le même kilo, c'est 30 000. Donc, avec un investissement de 2 000 euros, tu te retrouves avec 90 000 euros. C'est ça, et on parle d'1 kilo. Mais c'est des centaines de kilos qui ramènent. C'est des D'accord. centaines de kilos qui ramènent. Donc en fait, c'est des millions et des millions. C'est Ah des centaines oui. de millions du coup. Et ça leur donne une puissance incroyable. Ça leur donne une puissance incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils savent acheter beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de gens, beaucoup de matériel, très sophistiqué. Et ces gars-là, faut pas croire, c'est pas des cons. Hein. C'est pas des abrutis, faut pas penser que c'est des abrutis. Bah oui, si toi, t'en es venu à devoir intégrer leur clan et leur trafic, c'est que, bah, comme tu l'as dit avant, tous les moyens nécessaires pour enquêter ou pour les intercepter n'ont pas fonctionné. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, dans le narcotrafic, il y a évidemment le transport de la marchandise qui se fait puis la revente. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute la logistique autour. Il y a le blanchiment. Il y a l'investissement. Il y a le partage. Il y a... Souvent, moi j'ai vu des gamins, commencer dans le trafic de shit et puis partir dans le trafic de cocaïne. Et en 3 ans, leur vie changeait complètement. Dans quel sens? Ce qui devenait super riche, quoi. Ce que tu voyais que ce gamin-là, qui était en scooter il y a 3 ans, ben, aujourd'hui, il roule en Porsche, 3 ans après. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés du shit à la cocaïne. Et d'ailleurs, ça s'entend hein, dans le discours des politiques. J'écoute beaucoup en France aussi, ou en Belgique chez nous aussi. Genre, chaque ministre de l'Intérieur qui passe, ben, voilà, il va mettre un halte là, mais c'est impossible. C'est impossible. Faut dire la vérité aux gens. Que ce soit en France ou en Belgique. La guerre contre le narcotrafiquant, on l'a perdue. On n'est pas occupé à la perdre, on l'a déjà perdue. D'ailleurs, on est déjà à une étape plus loin. Moi, quand j'entends qu'ils courent derrière des barrettes de shit dans les cités, moi, ça me fait marrer, moi. Ça me fait marrer, moi. Pourquoi? Parce que derrière, là, on était passé à la cocaïne, et on a déjà dépassé la cocaïne, où on est maintenant dans tout ce qui est chimique. Voilà. Comme le fentanyl. Le fentanyl, le MDMA, la méthamphétamine. Tu n'as plus besoin d'hectares et d'hectares de production pour avoir ça. C'est fini. Tu fais ça dans ta cave, dans un petit garage, dans un petit box. Tu fabriques ta petite... Il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a eu une saisie en France d'ailleurs de méthamphétamine, je ne sais plus combien de kilos. Il n'y a pas longtemps. Un labo. C'est même pas une saisie du produit, c'est un labo entier où ce qu'on fabriquait de la méthamphétamine. Et voilà, ça c'est une guerre perdue. C'est une guerre perdue. Mais ça, on va y revenir. Mais du coup, moi, je voulais que tu me racontes en gros. Donc, tu intègres le clan Mazal. Donc, c'est un clan qui est comment dire, qui est rattaché à la Mocro-Mafia. Oui. Donc, le clan Mazal qui est rattaché à la Mocro-Mafia. Et tu fréquentes un homme du nom de Driss. Bon, du coup, tu as changé son nom pour ton livre. Et en fait, comment ça se passe quand tu intègres le clan Mazal? En fait, Driss, il est dans le blanchiment.
Driss, il est dans la micro-mafia, il s'occupe plus du blanchiment et de l'investissement. C'est quelqu'un qui était très distingué, très poli, chef de famille, marié, des enfants. C'est quelqu'un qui tiendrait la porte avant que tu passes en disant, je vous en prie madame, allez-y, passez devant moi. On ne parle pas de la petite racaille. D'accord. Avec un vocabulaire. C'est pas de ça du tout qu'on parle. Il était dans le blanchiment, c'était un chef d'entreprise, il avait une concession, il s'occupait du blanchiment. Il vendait une marque, on ne va pas citer les marques, je pense, hein, de voitures. Il vendait une marque bien connue de voitures allemandes, des grosses cylindrées. Et je savais qu'il fréquentait un certain hôtel dans la périphérie bruxelloise. Et évidemment, les enquêteurs m'indiquent, ils me disent voilà, c'est via lui que tu dois rentrer dans la micro-mafia. Lui, c'est le maillon faible. Parce qu'il sort beaucoup, il fréquente beaucoup les bars, les hôtels, etc. Il aime bien se montrer, il aime bien les belles montres. Et donc, je commence à fréquenter cet hôtel, sans lui parler. Mais il me voit arriver, il me voit partir, il me voit manger. Une semaine après, tu dis juste un bonjour, tu salues. Ça se fait vraiment petit à petit, step by step. Et je loue. À ce moment-là, j'avais une identité où ce que je venais soi-disant de France. Ok. Donc, je venais d'ailleurs en France. Je louais une voiture en France avec immatriculée plaque française de la même marque que sa concession, une grosse berline allemande. Et il me voyait débarquer et tout, etc., avec mes documents. J'étais à ce moment-là dans le milieu de la plongée sous-marine, où ce que j'étais commercial dans la plongée sous-marine, et que j'avais des contacts, évidemment, dans le monde entier. Et après, on se dit bonjour, bonne journée, des trucs très simples. Un jour, je dis à l'équipe de chez nous, je dis, écoutez, aujourd'hui, je vais y aller plus fort. Quand j'arrive à l'hôtel, je dépose ma voiture sur le parking de l'hôtel. Vous m'envoyez l'équipe technique et ils mettent ma voiture en panne. Voilà, c'est ce qu'ils font, ils viennent, ils mettent ma voiture, je leur donne les doubles, ils la mettent en panne. Donc je suis à l'hôtel, je montre, je parle, je discute un peu avec tout le monde, puis je ressors. J'essaie de démarrer ma voiture, évidemment. Je retourne à l'hôtel, mais furieux. Je crie, je gueule sur le barman. Enfin, c'est pas possible. J'ai acheté cette grosse voiture allemande de telle marque, et elle est en panne, et je dois partir tout de suite en France, et comment je vais faire, et je vais perdre de l'argent. Mais lui, il est juste à côté pendant que je me dis ça. Et il est concessionnaire de cette marque. Donc évidemment, ça accroche directement. Ça l'a attiré. Ah ben directement. Il me dit, attends, mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui explique, je fais, voilà, ma voiture est dehors et tout. Mais je suis garagiste, je vends cette marque, monsieur. Je vais venez voir votre marque. Et on sort dehors et il voit la voiture avec moi. Effectivement, elle ne démarre pas, etc. Écoutez, vous voulez que je vous fasse dépanner à mon garage? Et j'accepte. Il fait dépanner ma voiture, il l'emmène au garage. Puis on va manger un morceau, moi et lui. On retourne à l'hôtel, on mange un morceau, je lui offre. Ah, c'est gentil, je vous offre et tout. On discute, on se présente, etc. Je lui dis, échange de numéro de téléphone, etc. Il me fait, écoutez, mais je vous rappelle ce soir et je vous dis quand votre voiture est prête. Parfait. Il me rappelle le soir, voilà, votre voiture est prête, demain vous pouvez venir la chercher. Je retourne au garage, la voiture est prête, pas de problème, tout tourne, impeccable. Mais je dis, mais écoute, tu sais, j'ai plus confiance dans cette voiture. Je vais en acheter une autre. Je vais en acheter une autre, évidemment. Je vais l'acheter chez toi, évidemment, c'est clair. Et il commence à me montrer les véhicules, il me montre celle-là. Non, celle-là, je n'aime pas, il me montre celle-là, celle-là, celle-là. Puis j'en choisis une. Tu vois, c'est ça aussi l'infiltration. Ça coûte très cher. Oui, bien sûr. Ça coûte du pognon. Et je crois qu'à l'époque, j'avais acheté cette voiture dans les 30 000, 35 000 euros chez lui. Je discute même pas le prix. Je fais vraiment le king. Je discute pas le prix, je demande des options en plus, etc. Et notre amitié commence comme ça, en fait, moi et lui. J'achète une voiture chez lui, par hasard. Là, c'est... Enfin, là, tu viens de le dire, tu dis notre amitié commence. Donc, c'est pour ça que, Oui. en fait, ton infiltration avec le clan Mazal et surtout avec Driss, elle a été différente des autres parce que vous avez été très proches, de très, très, très bons amis. Oui, on a été vraiment... avec Driss, oui, je suis parti en vacances avec lui, on a voyagé, on allait au restaurant ensemble, on partageait plein de choses. Mais à côté, est-ce que tu voyais ce qu'il faisait, donc tout ce qui concernait le blanchiment, Mais le je voyais le trafic? blanchiment, évidemment. Je voyais le blanchiment, je savais le trafic qu'il faisait. Tout ça, je le voyais. Et c'est pour ça qu'un infiltré, parfois, il peut faire peur à sa hiérarchie. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il aille de l'autre côté, en fait. Bah, d'ailleurs, c'était ma question. Ça t'a jamais tenté de passer de l'autre côté Enfin, là, tu viens de me dire, ça parle en centaines de millions d'euros. Là, par exemple, avec Driss, tu étais ami avec lui.
tu l'as fréquenté pendant longtemps, vous avez passé des moments ensemble. T'as jamais, à un moment donné, le déclic, genre, en gros, Je vais tu peux faire. passer de l'autre côté? Le risque existe, mais tu n'as pas le déclic. Le D'accord. risque existe, ça c'est clair, c'est certain. Tu n'as pas le déclic pour une raison très simple en fait, c'est que tu sais très bien que tu vas le payer très cher, déjà de un. Hmm. Et de deux, tu es tellement focus, tu es tellement focalisé sur ta mission que tu ne penses pas au reste. D'accord. Déjà, tu penses à peine à ta famille, donc ce que tu as de plus cher. Donc tu penses bien que même l'argent qui pourrait te proposer, tu n'y penseras pas. Tu es tellement focalisé sur... C'est de la chasse. Hmm. C'est de la chasse. Hein. Tu n'es content et satisfait que lorsque tu as attrapé le gibier. Avant ça, tu as toujours ce manque Hmm. Je d'arriver vois. jusqu'au bout. T'as envie d'aller jusqu'au bout de ta mission, C'est ça, et de dire, de la voilà, terminer. je l'ai réussi, quoi. La mission, malgré qu'elle était compliquée, Hmm. malgré que ça m'a pris beaucoup de temps, qu'on a gaspillé beaucoup d'argent, bah, j'y suis arrivé au final. D'accord. C'est vraiment ça que tu as en focus. Ok, donc en gros, t'es déterminé dans ce que tu Oui, tu fais. es déterminé. Hmm. Et puis il y a aussi des garde-fous, évidemment. On est contrôlé. Oui. On est vachement contrôlé. Il ne faut pas croire qu'un agent infiltré n'est pas contrôlé. Hein. Hmm. C'est contrôlé. Hein. Toutes mes dépenses, je dois les justifier. J'ai un appartement, j'achète des choses pour mon appartement, que ce soit des meubles, de la fourniture. Je dois tout justifier. Facture à l'appui. Sinon, ça passe pas. Le seul moment où tu justifies pas, en fait, c'est quand tu es au contact criminel comme ça, et que par exemple, on va sortir dans un casino ou dans un beau restaurant, où là, évidemment, je vais pas demander le ticket. Oui, bah oui, là, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Tu vois, où là, c'est ma parole qui compte. Mais en général, ça passe. D'accord. Et donc, en gros, avec Driss, vous êtes beaucoup ensemble et tu reviens souvent sur certains événements. Et du coup, je voulais revenir sur... parce qu'on se pose tous la question, est-ce que tu t'es déjà fait cramer? Est-ce que tu as eu un moment dans tes missions où tu as failli te faire prendre en tant que Mais, policier? Et du coup, tu nous racontes que en fait, Driss, il a une maîtresse et qui lui a commandé un taxi. Sauf que bah, la maîtresse a fait attendre le taxi et le taxi va à la rencontre de Driss pour se plaindre puisque sa maîtresse prend trop de temps. Et vous êtes au restaurant de l'hôtel, il y a c'est ça, Driss à côté de toi et le taxi te reconnaît. tout à fait. Donc est-ce que tu peux Complètement. nous raconter cette anecdote? En fait, à ce moment-là, j'étais déjà bien infiltré, donc j'étais vraiment. Si à la limite, j'étais pas encore bien infiltré, c'est pas trop grave. Mais là, j'étais vraiment dans la négociation du business. Donc, je savais ce que Driss faisait. Et il savait que je participais au truc. Voilà, on était déjà dans le business du narcotrafic. Et il avait sa maîtresse qui venait d'Espagne. Je me rappelle très bien, c'était une Espagnole. Et oui, il lui commande un taxi pour qu'on puisse justement parler de business à son aise. Et elle traîne, elle traîne, elle traîne. Puis le chauffeur rentre chercher, comme n'importe quel chauffeur de taxi frais, il rentre chercher sa cliente, tout ce qu'elle est. Et il vient, et André, il fait signe au taxi. Le taximan vient, moi je le vois arriver. Évidemment, je le reconnais. Je lui dis, cette tête, je l'ai vue, je la connais. Ah oui, je l'avais. À l'époque, quand j'étais policier, je crois que je l'avais massacré d'amende quand il était chauffeur de taxi. Et il rentre. Driss lui dit, voilà, c'est pour ma copine, elle arrive, si vous avez 5 minutes, etc. Ah ok, pas de problème, monsieur. Puis il se retourne vers moi, il me regarde. Monsieur, je vous connais. Ah, non. Peut-être, je suis monté dans votre taxi. Non, non, vous êtes pas policier à Bruxelles. Et Driss est en face de moi quand il dit ça. C'est... Ta vie, elle défile. Parce que voilà, qu'est-ce qu'il va faire, Driss? Il va me mettre une balle. Est-ce qu'il est armé à ce moment-là? Il n'est pas armé. Est-ce qu'il va se lever, partir et va prévenir tout le monde? Je ne sais pas sa réaction. C'est des secondes qui durent une éternité pour moi. Hein, et en fait, heureusement, j'avais une belle couverture, vraiment très épaisse, parce que je venais de France. Et il avait vu mes voitures avec plaque française. Il est venu à mon appartement. On est parti en vacances. Et c'est lui qui dit au taximan, mais non, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, ça? Il vient de France. Ouf. Et en fait, voilà. Donc en fait, c'est Driss qui t'a... C'est Driss qui me dédouane. C'est même pas toi, tu vois. Non, 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 c'est même pas moi. En fait, c'est ma couverture, en fait. Oui. C'est tout ce qu'on a vécu ensemble auparavant qui a permis de dire non, c'est impossible. Lui, c'est pas un flic. Parce qu'un flic, je vais pas partir avec lui en vacances. Je vais pas aller dans son appart. On sort pas ensemble.
il vient pas de France. J'avais du matériel, j'avais toujours mon coffre rempli de matériel de plongée. Je lui ai fait des cadeaux. En fait, tu étais tellement crédible que c'était pour lui, il Impossible. racontait n'importe quoi. Et le taxi, après, il s'est excusé et il est parti. Oui, là, désolé, Ouais. monsieur, je pensais que. Ah. Il a pas insisté, tant mieux. Peut-être qu'il s'est dit que c'était possible qu'il se trompe. Mm. Mais j'ai mis très vite fin à ce contact ce jour-là. Et puis après, j'ai fait plein de contrôles, évidemment, pour voir si je n'étais pas grillé. D'accord. Parce qu'il a fallu faire des écoutes téléphoniques à ce moment-là pour voir qu'est-ce qu'ils racontent entre eux. Est-ce que l'agent est grillé, pas grillé? Mm. Parce qu'on a vu que non, ça va, tout est safe, je Et suis pas tout grillé. était bon. Tout était bon, allez, c'est bon, tu peux retourner au contact. Et j'ai continué la mission, quoi. D'accord. À un moment donné, dans ta mission, Driss se fait kidnapper. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Par qui? J'étais en business avec son clan. Je revenais de Murcie. En fait, je lui avais dit, écoute, Driss, je vais créer une société de transport. Enfin, je ne vais pas la créer, je vais m'associer avec quelqu'un qui a déjà une société de transport. Et en fait, c'était un collègue infiltré. D'accord. Là, c'est une bonne idée, etc. Ça permettra de faire du transport entre nous, etc. Pas de problème. Je fais, il y a une condition. Je fais, écoute, je n'ai pas envie que ma société soit grillée. Il faut qu'on fasse une sous-traitance en parallèle pour ma société. Et avec cette sous-traitance, on pourra aller chercher ce que tu veux, si on est d'accord sur les prix. Il me fait, ok, ben, tu sais quoi, c'est moi qui paye le camion. Ok. Bon, on en reviendra peut-être là-dessus après. Et lui, il organisait déjà des transports, pendant que moi, je m'étais occupé à monter ma société. Et je crois qu'il perd une tonne ou quelque chose comme ça de marchandises, qui est saisie en fait, qui est saisie à la douane marocaine. D'accord, donc ça passe pas en gros. Ça passe pas, c'est saisi. Et ça n'a rien à voir avec toi. Rien à voir avec moi. D'accord. Et évidemment, cette tonne-là, les gens pensent que quand il y a une tonne de marchandises qui arrive, par exemple sur Paris, c'est pas un acheteur, c'est peut-être 5 ou 6 ou 7 acheteurs différents. C'est pas une personne qui achète une tonne, c'est pas comme ça que ça marche. Mm. C'est comme si toi et moi, on va acheter 500 kilos, mais il y a 250 kilos pour toi et 250 kilos pour moi. Mm. La seule différence, c'est que je m'occupe du truc, je m'occupe du transport, D'accord. je donne juste l'argent. Et c'est ce que Driss a fait, Avec quelqu'un d'autre. avec quelqu'un d'autre. D'accord. Et il perd beaucoup d'argent. Et ça passe pas. Il lui pardonne pas ça. Ça, il lui pardonne pas. Parce que c'est de sa faute. Parce que c'est pas comme dans les films où ouais, c'est la police qui l'a eu. Bon, c'est pas grave. Non, non. Si la police t'a eu, c'est que t'as merdé. C'est que t'as fait quelque chose et que la police t'est tombée dessus. En gros, t'es responsable quoi T'es qu'il arrive. responsable. Point à la D'accord. ligne. Si tu nous dis que tu ramènes la marchandise, ramène la marchandise. Faut pas dire que tu ramènes la marchandise, après tu te fais avoir et tu viens pleurer. Ça tiendra pas, ça. Tu vas la payer. Et j'avais un contact avec lui, un rendez-vous, le jour de son enlèvement, et j'y vais pas. Je vais pas au rendez-vous. J'ai autre chose à faire et je lui téléphone, je fais écoute Driss, je suis occupé et tout, je passe pas au garage aujourd'hui. Ah ouais, tranquille, écoute, on se voit demain. Et le même jour, où je suis pas en contact avec lui, il y a une équipe qui vient d'Hollande. Ils viennent avec un fourgon. Ils étaient à plusieurs gars cagoulés. Ils débarquent dans le garage. Ils ont tabassé tout le monde. Ils ont tabassé tout le personnel. Ils ont attaché tout le monde. Colson par terre, vraiment la totale. Et ils prennent Driss dans la camionnette et ils partent. Voilà. Le lendemain, enfin le jour même d'ailleurs, j'apprends ça. J'avise chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? On était en plein team building, je me rappelle. Je participe au team building, je repars. J'ai dit, écoutez, je vais aller voir ce qui se passe. Je connaissais ses parents, je connaissais sa maman, je connaissais tout le monde. Et on me raconte, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Ok. De l'autre côté, j'ai les rapports policiers, parce qu'évidemment, la police est intervenue Bien sûr. au garage. Donc, dans les déclarations, je comprends très bien que tout le monde déclare qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, qu'il a été enlevé, que c'est pas normal, c'est peut-être une rançon, c'est peut-être en fait c'est du business qui a mal tourné. Et c'est là que je rentre dans la négociation en fait avec Avec le clan qui a le enlevé clan Driss. qui a enlevé pour lui faire libérer, quoi. Ça a duré quand même un bon mois. Et tu disais que au téléphone, quand tu l'entendais se faire torturer, tu l'entendais crier, souffrir. Ouais. Toi, comment tu te sens en fait? T'es partagé entre ta mission et aussi l'amitié que t'as liée avec lui. Bah écoute, comment... franchement, je lui souhaitais pas ça du tout, hein. D'accord. Mais vraiment, j'étais avec son père quand son père recevait les appels et qu'on l'entendait hein, supplier et que tu entendais les coups derrière. Et tu l'entendais gueuler, quoi. Le gars, il se faisait tabasser, il se faisait démonter, quoi.
Pourquoi? Pour obliger la famille à payer, quoi. Je crois qu'ils avaient demandé 500 000 euros, un truc comme ça. Et non, ça me faisait de la peine de l'entendre. Ça m'a blessé de l'entendre. Parce que autant j'ai envie d'arrêter des criminels, j'ai pas envie d'en arriver là. Bien sûr. Je souhaite pas leur mort, je souhaite pas qu'ils soient torturés. C'est pas ça mon but. Mm. C'est pas du tout ça mon but. Après, ils sont traduits en justice, ils payent, point à la ligne. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin même, hein. Une fois qu'il a payé sa dette envers la justice, pour moi, c'est réglé. Oui. C'est fini. Tu ne me dois plus rien. Je vais pas te voir encore comme avant. Et du coup, le père de Driss va payer la rançon. Ouais, c'était 500 000, ils avaient demandé, et le père avait réussi à réunir 400 000. D'accord. 400 000 euros, il les avait en cash. Et c'était vraiment sur cette marge de 100 000 euros de différence que j'ai dû vraiment négocier et montrer que ça va, on va payer le reste petit à petit, où on trouvera un arrangement sur de la marchandise. Et c'était affreux parce qu'à chaque fois qu'on discutait avec eux, ils amenaient Driss. Et on l'entendait derrière. Et on l'entendait derrière, quoi. Donc tu négociais non-stop avec ce fond musical derrière, qui est de la torture, en fait. D'accord. Qui est de la torture. Donc c'était leur façon de faire, en gros. Ouais, c'est typique. Mais c'est typique. D'accord. Et je dirais même qu'il a eu beaucoup de chance. Ça aurait pu être pire. Oui, ça aurait pu être pire, bien sûr. D'accord. Il aurait pu être au moins handicapé à vie. Au moins ça. Perdre un œil, Ah oui. une main. La rançon, c'est un des oncles qui va la payer, qui était en dehors du business. On l'a fait exprès. Pourquoi qu'on s'en est sûr que lui, vu qu'il est en dehors du business, ils n'ont aucun intérêt à le prendre. Ça a duré toute une journée, un jeu de piste pour qu'on paye. Et on les a identifiés, évidemment, mais on les a laissés courir jusqu'à la fin de mon opération. C'est à la fin de mon opération qu'on va après arrêter ceux qui ont fait le kidnapping. D'accord. Donc ils sont payés et ils le relâchent en Hollande, tout nu, dans la rue. Et la police hollandaise le récupère couvert de coups, tout nu dans la rue. Et c'est comme ça que je retrouve Driss, moi. Ouais, quand je l'ai vu, il n'était pas bien. C'est un milieu où il n'y a pas de pardon. C'est pour ça que je dis souvent ça aux jeunes, ne mettez pas votre doigt là-dedans, parce que vous ne savez pas à quoi vous touchez. Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. C'est du sérieux. Et du coup, tu fais arrêter le clan Mazal. Donc tu fais arrêter Driss et sa famille. Parce que voilà, à ce moment-là, j'ai été avec eux à Murcia, en Espagne. Ils m'ont payé un camion. C'était un truc de fou. On était vraiment dans un truc où on me dit, vas-y, choisis un camion pour ta société. Et on choisit un camion, voilà, je suis là, et ils le payent. Et on repart avec un camion pour transporter du shit. Et on fait un transport marocain. On fait un transport marocain qui était très dur, très compliqué. On avise toujours les autorités, parce qu'il ne faut pas croire qu'on va dans un pays en infiltration sans aviser le pays où ce qu'on va. Donc les autorités marocaines étaient au courant de... Ah oui, bien sûr, ils participent avec nous, bien sûr. D'accord, ok. Ils sont très forts d'ailleurs là-dedans, hein, vraiment très très forts. Hein. Non, ils participaient pleinement avec nous, ils nous donnaient tout l'appui qu'on avait besoin, parce que j'arrivais au Maroc, je rentrais avec une fausse identité. Mais c'est interdit. Oui. Je pouvais être poursuivi. Donc on avisait à chaque fois. Il y a toujours ce risque, tu vois, de te faire balancer, qu'il y ait quelqu'un de pourri dans le truc. Mais bon, ça, c'est un risque à prendre. Et c'est comme ça qu'on démonte tout ce clan-là de la Mokro. Et puis après, directement, je reste dans la Mokro, mais je pars dans la... Ben, tu vois, on en parlait, du shit, je pars sur la cocaïne. Et là, je remonte vers Anvers. Et je continue avec la Mokro Mafia, mais dans la cocaïne à ce moment-là. D'accord. Dans ton livre, tu racontes que quand le clan Mazal se fait arrêter, ils comprennent que ça vient de toi. Et il y a un contrat de 25 000 € sur ta tête. Par mon meilleur ami Driss. Voilà. Ah ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu as été au courant qu'il y avait ce contrat sur ta tête? Écoute, la haine est proche de l'amour. Autant on s'appréciait beaucoup au début, pendant toute l'opération. On était vraiment potes, hein, mais vraiment, quand je dis on était potes, c'était... Je pouvais lui demander ce que je voulais, et il pouvait me demander ce qu'il voulait. Voilà, c'était confiance totale, 100%. Donc je comprends que pour lui, la trahison est lourde. Il se sent trahi, je comprends. C'est humain. Quand tu es agent infiltré, il faut accepter ça aussi, que tu vas quelque part, même si pour moi, c'est pas de la trahison, c'est mon travail. Mais il faut comprendre que les gens vont penser de toi que tu es un traître. Mais tu culpabilises pas?
Parce que quand même, tu crées des attaches avec ces personnes, même si c'est des criminels. Regarde, tu dis que c'était ton meilleur ami. Ouais. D'un certain côté, tu culpabilises pas de le faire arrêter, qu'il soit envoyé en prison. Mais je crois que c'est. Moi, avec Driss, en tout cas, c'était autre chose. Moi, je me disais, heureusement que je l'ai arrêté à temps, avant qu'il n'aille plus loin, avant qu'il y ait un mort ou qu'il y ait quelque chose où là, je ne pourrais D'accord. plus rien pour lui. Je me disais, heureusement que je l'ai arrêté à temps. Ça me faisait de la peine, bien sûr, parce que moi, Driss, son dernier né, j'ai été au baptême. Mm. J'ai participé au baptême des enfants, je connaissais sa maman, son papa, je connaissais sa famille. Donc j'imagine la douleur. J'imagine très bien la douleur quand leur fils tombe et qu'ils savent qu'il tombe à cause de moi et que je l'ai eu. Donc j'imagine très bien le sentiment de trahison. Mais en même temps, une phase finale, c'est une apogée. Pendant des mois, tu as attendu ça. Hein. Mm. Tu as préparé ça pendant des mois. Et ce jour-là, à cette heure-là, tout le monde est prêt. Les unités d'intervention sont prêtes à sauter sur nous. Les observations sont en cours, le juge d'instruction est au courant, le procureur fédéral sait qu'on est en plein phase finale. Tu as toute cette pression-là qui est sur tes épaules. Tu ne penses plus à Driss. D'accord, je vois. Ok. Tu ne penses plus à Driss. Et c'est après que tu penseras à Driss, tu vas dire, ah ouais, merde, Driss est tombé. Mais tu disais, de toute façon, c'est le jeu en soi. Bien sûr, c'est le jeu. Il a joué, et puis... Il a joué, il a perdu. Il a perdu, voilà. Autant on pouvait s'apprécier, je restais un policier. Oui. Voilà, je reste flic. Mm. C'est ça qui est compliqué dans l'infiltration, ouais. c'est que tu joues pendant des mois le criminel. Tu joues pendant des mois le pire des trafiquants, où tu fais tout. Tu sais, on reçoit une liste d'infractions qu'on peut commettre, par exemple, sans risquer d'être poursuivi. Parce que voilà, un policier qui commet une infraction, ben, c'est un citoyen comme tout le monde, il va se retrouver devant un tribunal. Nous, on reçoit toute une liste d'infractions du parquet. Il y a dedans de la rébellion, du trafic d'armes, trafic de stupes, blanchiment, transport. Enfin, c'est tout un tas d'infractions qu'on commet dans le milieu criminel, mais que nous, on peut commettre sans risquer d'être par après poursuivi par un tribunal. Oui, mais parce que tu le faisais dans le cadre de ton travail. Oui, complètement. Voilà, mais bon, même si c'est dans le cadre du travail, il faut que tu sois autorisé à commettre cette infraction. Oui. Je vais donner un exemple. On va aller dans une infiltration, c'est arrivé, on va aller taguer une ambassade. On va aller taguer l'ambassade. Même si tu es flic, même si tu es infiltré, taguer une ambassade, mais tu vas avoir des problèmes après. Donc, tu vois, il y a le parquet qui doit te couvrir au point de vue pénal, disant, voilà, moi, je t'autorise à faire ça sans risquer d'être poursuivi. Ok, bah, vas-y, tu tagues l'ambassade, c'est de la dégradation, tout ce que tu veux, mais voilà, t'es couvert. Ok. Tu vois, il y a tas d'infractions comme ça où on a besoin de cette couverture judiciaire, ou sinon on est poursuivi. C'est la même chose à l'étranger. Je vais en Espagne, ou je passe par l'Espagne, ou je passe par l'Angleterre, ou la Hollande, et dans mon coffre, j'ai 10 kilos de cocaïne. Il faut que j'avise les Espagnols, il faut que j'avise les Anglais, les Français, qui sachent que voilà, il y a un agent infiltré qui passe avec 10 kilos de cocaïne et qu'il a une autorisation pour ça. Est-ce que vous acceptez qu'on passe? Et c'est uniquement lorsqu'on a cette autorisation-là qu'on le fait. D'accord. Ok. Donc, en fait, tu commets les infractions, mais d'un autre côté, tu es protégé et tu es autorisé. Voilà. Ok. Donc, avant ça, bon, c'était il y a une loi qui est sortie en 96. Avant 96, c'était un petit peu fait n'importe comment, on faisait un peu de tout. Et puis par après, il y a le ministre de la Justice, qui était Laurette Onkelings, qui a sorti cette loi pour les agents infiltrés, où ce qu'elle expliquait, elle disait clairement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire pour encadrer un petit peu l'infiltration. D'accord. Donc, ce que je voulais savoir aussi, c'était, toi, dans ta vie privée, tu vivais à Bruxelles avec ta famille, et aussi, tu pouvais être amené à infiltrer sur le territoire de Bruxelles. Ouais, complètement. Enfin, t'avais pas peur, enfin, pour la sécurité de ta famille, pour ta sécurité à toi, comment ça se passait en fait? Écoute, moi, ma femme, au début, je lui dis pas que je suis agent infiltré. D'accord. Au début, je lui dis que je suis dans un service de protection des témoins. Et voilà, c'est pour ça que j'ai des plaques protégées sur la voiture, sur notre voiture familiale, que je dois m'absenter, que je dis pas tout, parce que voilà, je dois protéger. Je lui expliquais que si on découvre mon identité, ben on va découvrir l'identité des témoins que je protège. Et ils sont en danger. Je disais pas moi, je disais mes témoins sont en danger. D'accord. Et c'est vrai que c'est un service qui existe. Ça existe vraiment, ce service-là. Mais bon, je n'étais pas dans ce service-là, moi j'étais infiltré. Donc je garde ça comme ça pendant 3 ans. Ah oui. 3 ans, moi, où ce que je cache tout.
quasi tout. C'est très compliqué parce que c'est une gymnastique incroyable. Et petit à petit, elle découvre des choses, en fait. Bon, bah, tu peux être le meilleur agent infiltré devant une femme qui passe pas, surtout la tienne. Euh, et voilà, elle découvre petit à petit des choses. Une fois, elle trouve une photo, tout simplement, une bête photo. Elle trouve une photo. Je suis dans un bar et, et il y a une fille à côté et je la tiens comme ça. Aïe. Ah ouais, aïe. Aïe. Aïe, elle voit ça. En fait, c'était tombé d'une méfarde. C'était dans un dossier, hein, c'était pas quelque chose de caché. Et ça tombe, la photo tombe, je ne remarque pas qu'elle tombe. Et je coule au lendemain où on est assis à table et elle me fait ça, elle me montre la photo. C'est quoi ça? Ah, là évidemment tu dois en dire plus. Écoute, voilà, j'ai fait ça, je fais ça. Tu sors un dossier, tu lui montres des noms, tu vois telle personne, voilà, regarde son nom, il est là. Elle est répertoriée chez nous, etc., etc. Tu dois dévoiler. C'est, voilà. Jusqu'au jour où je lui dis, écoute, voilà, je fais de l'infiltration. Mon travail, c'est ça. Bon, elle m'en a voulu, évidemment, hein, elle m'en a voulu. Hein. Mm. Mais bon, quand je l'ai dit, voilà, ouais, c'était après la troisième année. J'étais déjà en pleine opération, j'étais en plein dedans, et je ne pouvais plus cacher, c'était impossible. Et oui, il y a du danger, ça m'est arrivé, hein, parce qu'après, je lui disais, écoute, j'avais des codes, on avait des codes entre nous, où que si je faisais un certain signe, ou je disais une certaine parole, et que je pars, elle ne doit pas me suivre. Ou si je disais autre chose, elle doit partir, elle, en courant, ou elle doit aller se réfugier dans un commissariat. Je lui avais donné vraiment plein de trucs. À l'école de mes enfants, par exemple, il y avait la liste des personnes avec leurs photos, des gens qui pouvaient venir chercher mes enfants. Et j'avais expliqué à la direction, je leur ai dit, si ce n'est pas une de ces personnes dans cette liste, vous appelez immédiatement la police. Vous faites semblant de rien et vous appelez la police d'urgence. Vous dites qu'il y a un enfant en danger. Pourquoi? Parce que je sais très bien que si c'est quelqu'un d'autre, bah, c'est pas normal. D'accord. C'est qu'on vient s'attaquer à mes enfants. T'as pris des plus grosses enfin, t'as pris de grosses Ah dispositions. oui, énorme, énorme. Quand je rentre chez moi, je fais, le trajet où ce qu'il faudra faire 15 minutes pour rentrer chez moi, moi je vais en faire 45. Ah oui. Voilà, parce que je vais passer par là, je vais passer par là, je vais repasser par là, je vais m'arrêter là, et puis je rentre chez moi. Mm. Seulement, changer de voiture, porter un chapeau, puis plus porter. Enfin, des tas de choses. C'est vraiment des petits détails, et c'est l'ensemble de ces petits détails-là qui font ta sécurité, même s'il faut être clair, la sécurité à 100%, ça n'existe pas. Bien sûr. C'est impossible. C'est un petit pays, la Belgique. Oui. Déjà que le monde est petit, mais alors la Belgique, c'est encore pire. Je voudrais que tu nous racontes une des missions qui t'a le plus marqué ou qui t'a fait le plus peur. Ouais, il y en a pas mal. Hein. Moi, je sais que tu m'en avais raconté Il y, quelques-unes, a, mais il y a la pédophilie. oui. C'est hard, parce que ce que tu entends, tu entends la souffrance des enfants. C'est affreux, ça. Donc, t'entendais les enfants Tu voyais des choses, tu voyais des vidéos. Ah, Et on te dit, voilà, tu dois rentrer dans... C'était une opération, c'était avec la France, encore une fois, parce qu'en France, en fait, ils avaient identifié tout un groupe de pédocriminels qui avait pour ambition d'enlever une fille, une gamine de 9 ans. Ils avaient déjà repéré la fille, ils savaient qui ils allaient enlever, ils savaient à quelle école elle allait. Et dans les écoutes téléphoniques, ils disaient, écoute, quand on en aura fini avec elle, on ne va pas la tuer. On ne va pas la tuer. Mais on va la marquer au fer rouge sur son sexe, pour qu'elle s'en souvienne toute sa vie. ils se disaient ça entre eux. Ouais, on en est là. Dans ces milieux-là, tout ce qui est pédocriminel, ce qu'on entend et ce qu'on voit, on ne peut même pas le raconter ici. Tellement c'est horrible. Ça dépasse l'imagination. Et moi, à ce moment-là, dans cette opération, j'ai joué la petite frappe de quartier, qui était dans les voitures volées. D'accord. Et en fait, je leur ai fourni le fourgon volé, maquillé, pour qu'ils aillent faire un kidnapping. Mais je n'étais pas au courant, évidemment, qu'ils faisaient un kidnapping. Ils ont expliqué, en fait, que c'était pour faire un coup, etc. Toi, tu savais que c'était pour un kidnapping. Moi, je sais que c'est pour un kidnapping. Mais eux, ils t'ont pas dit que c'était pour. Ah ben non. Bah non, ils disent pas qu'ils sont non, pédophiles. Ah non, ils disent pas. D'accord. Non, ils disent pas, évidemment. Là, parce que, Ok. sinon, ils savent très bien, ils vont se faire renvoyer directement. Ils disaient que c'est pour transporter des choses, leur business, et que je ne devais pas poser trop de questions, parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Enfin, Ok. mais je savais très bien ce que c'était. Et je leur fournis, en fait, ce fourgon qui était bourré de balises GPS, caméras, sonos, enfin, il était blindé. Et c'est comme ça qu'on les arrête. Tous, ils étaient à 5.
5. Et ils ont kidnappé la petite ou On n'a ils ont pas été été- arrêtés non, non, avant? non, on était obligé d'intervenir avant. Ah non, non. D'accord. Là, Ok. vraiment, il y a un danger pour la. On ne va pas aller jusque-là. Hmm. On va vraiment pas aller jusque-là. D'ailleurs, on le fait aussi, par exemple, quand on fait des infiltrations dans la traite des êtres humains, la prostitution. C'est- Ça D'accord. arrive aussi, par exemple, je vais acheter des prostituées. Ça s'achète des prostituées, Genre, en gros, tu deviens leur Mac? exactement. D'accord. Ou je vais acheter des prostituées, par exemple, ou je vais payer le milieu pour avoir 4 filles qui travaillent pour moi. Parce que moi, je vais demander, et c'est vraiment comme ça, blonde, si, ça, on va te montrer des photos, tu veux laquelle, celle-là c'est autant, celle-là c'est autant, celle-là c'est autant. Au moment déjà où ils vont pour les ramener, on intervient. Pourquoi? Parce que c'est des vies humaines qui sont Hmm. en jeu. Quand c'est de la marchandise, on s'en fout. Oui, c'est des objets, c'est de la Voilà, on marchandise. s'en Voilà, fout. mais quand ça touche. Si, Ouais. si, si je vais dire, par exemple, à l'état-major chez nous, je vais dire que, bon, écoute, je vais acheter 1 kilo de cocaïne pour les mettre en confiance. Ouais, vas-y, achète 1 kilo de cocaïne, mets-le en confiance. Et je vais payer 1 kilo de cocaïne que je vais prendre, que je vais ramener chez nous. Et je dois dire, la prochaine fois, j'en prends 10, tu vois, pour gagner la confiance. Mais je ne peux pas dire, par exemple, je vais acheter 2 filles pour gagner leur confiance. Maintenant, là, ça va. Ça se fera pas, ça. Hmm. On va intervenir directement. Pourquoi? Dès que c'est la vie humaine est en danger, D'accord. on stoppe tout. Ok. Et est-ce qu'il y a une mission où tu as particulièrement failli passer, que ce soit mourir ou que ta couverture soit cramée, à part par exemple celle avec Driss, avec le taxi, mais Ouais, une fois, je me suis retrouvé assis en face d'un policier corrompu. ah oui. Et tu étais en pleine mission J'étais en pleine d'infiltration. mission et on devait rencontrer des gens, mais je ne savais pas qui on allait rencontrer. On avait rendez-vous dans un restaurant du côté du Sablon, à Bruxelles, quartier chic de Bruxelles, et je les accompagne. Et au moment où on arrive et tout, tu sais qui on va voir, non? On va voir un flic de Bruxelles. Oh, c'est qui? Ouais, un commissaire. Un commissaire en Un plus. commissaire de police. Ouais. D'accord. Et je suis de Bruxelles et je suis flic à Bruxelles. Et heureusement, on ne se connaît pas. Ah, il t'a pas reconnu. Je ne le connais pas. Ah, ok. Heureusement, on a quelques milliers de policiers, heureusement. On ne Hmm. se connaît pas tous. Et puis encore une fois, moi, je suis resté en uniforme très peu. Hmm. Très vite, je suis sorti du circuit vraiment Et en plus de ça, t'as pas en vraiment une uniforme. tête de policier, donc. Et j'ai pas la tête de l'emploi. Hmm. Et donc, j'ai passé une soirée en face d'un policier corrompu où on discutait d'informations qu'il pouvait donner, de choses qu'il pouvait faire, pas faire, Et comment il du pouvait coup, nous aider. t'as pu remonter cette info Ah oui, bien que sûr, c'était ah oui, on la remonte directement. J'en ai D'accord. eu d'autres, hein, des policiers comme ça. D'accord. J'ai eu un policier qui vendait des armes. Ah oui, ok. Voilà, ça Donc, existe. il y en a beaucoup en vrai. Je dirais pas qu'il y en a beaucoup, mais ça Ok. existe. D'accord. Je dirais pas qu'il y en a beaucoup, ça existe. C'est un fléau. Hmm. Et ici en France, je crois qu'il y a quelques mois, on a dû juger une dizaine de policiers pour des fautes de corruption. Donc ça existe. Ça existe. Et encore une fois, tu vois, le trafic génère tellement une masse considérable d'argent, des millions et des millions, que tu peux acheter des policiers, des douaniers, euh, des gens d'administration. Tu peux acheter ces gens-là, D'accord. bien sûr. Ok. Est-ce que tu as déjà eu des missions qui ont été ratées ou annulées? Oui, j'ai déjà eu, bien sûr. D'accord. J'ai eu annulé, oui, j'ai déjà raté, jamais. Hmm. Annulé, oui. Ben, j'en ai déjà eu plusieurs même, hein, où par exemple, je suis sur une mission d'infiltration, un trafic d'armes, et le gars se fait arrêter, mais pour autre chose, par une autre police. Ah oui. Donc, C'est fini, c'est terminé. Je ne vais pas attendre qu'il purge 3 ans et qu'il ressorte pour que je continue l'infiltration. Donc le peu d'éléments que j'ai sur lui, eh ben, on va le charger avec ça aussi. d'accord. Et on y va et on passe à autre chose, quoi. On ne peut pas traîner, quoi, parce que on est très peu, les agents infiltrés, il n'y en a pas des masses. Hein. Donc tu ne peux pas garder un agent infiltré comme ça, dormant, Trop sur longtemps une, pour rien. pour rien. Quoi. C'est une Mm. perte d'argent, une perte de temps et du boulot derrière, il y en a tout plein. Donc on va arrêter la mission et on ira sur autre chose. Bien sûr. Ou bien quand c'est géographiquement pas possible, Quand c'est trop loin? trop près. Ah, Ça m'est arrivé. Parce que voilà, la personne en question, il habite à quelques kilomètres de chez moi en fait. ah oui, non. Ou sa maîtresse est à quelques kilomètres de chez moi, ou des trucs comme ça, tu vois. Et que là, on se dit non, non, on le fait même pas, quoi. On n'essaye même pas, on donne ça à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est trop risqué pour toi de toute Beaucoup trop façon. risqué. Ouais. Mais sinon, tu sais, il n'y a pas que moi, hein, il y a d'autres
agents infiltrés d'origine étrangère qui sont rentrés aussi après. Mais nous, quand je suis rentré comme agent infiltré, j'étais parmi les premières personnes d'origine arabe. Pour eux, c'était magnifique, quoi, parce que voilà, ça passe partout. Hein. Oui. Ça passe partout, quoi. Et t'as pas forcément des soupçons sur Non, toi. ben voilà, ta gueule, c'est déjà une couverture. Voilà, c'est ça, en fait. En vrai, ta différence, c'était un avantage dans ton métier. Exactement. On avait des réunions comme ça. Le mardi, on parlait de nos opérations entre officiers, et chacun parlait de l'opération. Et j'avais des collègues qui, pour moi, n'étaient pas trop agents infiltrés parce que ça se voyait qu'ils étaient flics. J'en Ah oui, connaissais. ok. Je connais des gars qui ont été agents infiltrés qui n'ont pas été à terme d'une seule opération toute leur carrière. Pourquoi? Parce que c'était compliqué pour eux. Et je les comprends. Voilà, c'est difficile de se comporter autrement qu'un policier quand tu es policier. Oui. C'est compliqué. Et on discute et il y a des gars qui racontent, ouais, voilà, moi je suis en opération, le criminel, je l'ai rencontré dans un café parce que voilà, il commence à me connaître, je suis rentré dans le café, il m'a fait signe de la main. Et tu vois, moi je regarde mon officier, je me dis quoi, c'est ça, hein, ça. Tu te moquais un peu de tes collègues. Il me dit, explique, moi, tu viens et t'expliques, tu dis, écoute, moi je pars en Espagne parce qu'il me paye un camion. Oui, ça n'a rien à voir avec... Comment ça? Mais est-ce que tu as déjà transporté quelque chose? Non, j'ai encore rien transporté, j'ai encore rien fait avec eux. Ils payent d'abord le camion. Et puis je fais quelque chose. Tu vois, mais pourquoi? Pas parce que je suis meilleur que mon collègue, c'est pas du tout ça. Loin de là, hein, c'est pas ça. Ben, ma gueule fait ma couverture déjà. Une partie de ma couverture, c'est mon apparence. Donc le reste, ça va aller très vite, quoi. La manière de parler. Là, je parle d'une certaine manière, mais je peux parler d'une toute autre manière où tu diras jamais que c'est un flic. Jamais. Jamais. Je vais parler comme un gars de la rue, quoi. Ou je vais parler comme un criminel. Ou je vais parler comme un chef d'entreprise. Ou, tu vois, tout ça, ça met de la masse avec la tête. Je dis non, ça, c'est pas un policier, ça se voit. Impossible. Impossible. En vrai, ton histoire m'a grave fait penser à un film. Donc le film, c'est Go Fast. Tu l'avais vu. C'est un film avec Roche Dizem. Mais en vrai, ce qui fait le policier, c'est exactement ce que toi tu fais. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, tu m'avais raconté une anecdote. C'est que ce film-là, quand il est sorti au cinéma, t'es parti avec Driss le voir. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter? Ben, j'étais en pleine infiltration dans la Mocro-Mafia à ce moment-là. Et Go Fast sort au cinéma. Et ça fait un tapage. Tout le monde en parle. Même dans le milieu criminel, hein, tout le monde en parle. Le film Go Fast, Go Fast. C'était le début où on entendait parler des Go Fast. Dans le milieu, on connaissait évidemment les Go Fast. Mais là, le grand public commençait à peine à entendre parler des Go Fast, etc. Et avec Driss, on se dit, ouais, on va aller voir ce film, tiens, pourquoi pas, ouais, on va aller voir. Et on regarde le film tous les deux, on mange notre popcorn et on regarde le film. T'as vu l'enfoiré, ce qu'il lui fait. Tu vois, t'as vu vraiment, foiré. Il mérite une balle, ouais, il mérite une balle. Alors que toi, en fait, tu faisais la Alors même que chose. j'étais à côté de lui et que je faisais exactement la même chose. Quoi. Après, je l'ai raconté à Olivier. J'ai rencontré Olivier Van Hofstad, le réalisateur. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Olivier. Ouais. Le réalisateur du film Go Fast. Le réalisateur du film Go Fast. Et je lui explique ça. Et voilà, il a adoré. Depuis, on est resté en contact. Non, mais c'est une super bonne anecdote. Ah ouais, non, c'est hyper drôle. Ça, je l'aurais jamais imaginé. C'est vraiment. Même Driss, je pense, dans sa tête, il a dû se dire, bah, écoute, ah ouais, non. Driss, il est resté après son arrestation. Les enquêteurs ont dit, écoute, il nous a pas parlé pendant 48 heures. Ah oui. Il s'est tué, il n'a plus rien dit, il était sous le choc de la nouvelle pendant 48 heures, pas un mois. Il n'en revenait pas en fait, il n'en revenait pas que c'était moi l'infiltré dans l'histoire. C'est le but, hein, voilà. Oui, c'est ça. Et de toute façon, le but, on en a déjà parlé. En vrai, comme tu as dit, il a joué, il a perdu, malheureusement. Oui, bien sûr. Comme ça. Pendant combien de temps tu as fait ce métier d'agent infiltré? Alors, je suis rentré dans les unités spéciales en 2005 et je les quitte en 2012. Et puis je continue un petit peu, allez, je veux dire, 7-8 ans. D'accord. Je suis vraiment opérationnel à fond. Mais tu ne peux pas plus. Il y a une limite, c'est 7 ans de toute façon. Et pourquoi tu ne peux pas plus? Parce qu'au final, tu es grillé, tu commences à être trop connu, ta tête a réapparu dans trop d'endroits, tu connais tellement de monde. Tu sais, c'est un monde très fermé, hein, le milieu criminel. Oui. Si aujourd'hui, toi et moi, on est dans le narco, ben, par exemple, on va aller aussi dans les armes. Parce que voilà, il faut acheter des armes pour protéger notre marchandise, notre argent.
Donc, Tout si est j'étais. lié. Voilà, Mm. tout est lié. Les faux papiers, les faux documents. On a besoin de faux documents aussi. Mm. Parce que voilà, on va louer des planques avec des faux documents, etc. etc. Donc, après que tu as terminé le narco et que tu vas par exemple dans le trafic d'armes, il faut faire attention. Parce que dans le trafic d'armes, on a déjà vu ta tête aussi. Vu que tu as acheté des armes, etc. Donc, il faut essayer de ne pas retomber dans les mêmes groupes, les mêmes organisations. D'accord. Tu vois, Ok. Ouais, c'est ouais. vraiment ça. Mais il arrive un moment où, fatalement, tu as fait tout le tour. Et ça y est, tu peux plus. Et tu peux plus. Ta Mm. tête ne passera plus. Et c'est beaucoup trop dangereux. Et malgré le stress intense et les risques que tu prenais, t'aimais ton métier, t'aimais faire Oui, oui, ce oui. que tu Oui, faisais. oui, oui, j'aimais faire ce que je faisais. Mm. Ça en Mais valait la peine? ça, c'est une autre question. Ça, c'est vraiment c'est une Mm. excellente, c'est une excellente question. Franchement, ce que tu dis là, c'est vraiment une excellente question. Est-ce que ça valait la peine de prendre tous ces risques? À la limite, est-ce que tu as changé quelque chose au truc? Parce que tout à l'heure, tu as dit, on a déjà perdu d'avance. Non, si ça valait la peine, j'aurais dû me consoler en disant que oui, même si c'est peut-être pas vrai. Parce que regarde ce qui arrive avec le narcotrafic. Regarde ce qui arrive. Le chiffre d'affaires, par exemple, en France, sur le narcotrafic, je crois que c'est entre 4 et 6 milliards. Chiffre d'affaires annuel du narcotrafic en France. Le gramme de cocaïne, il n'a pas bougé d'1 euro. Pourtant, en 2024, rien qu'en France, je crois qu'ils ont saisi, je crois, une cinquantaine de tonnes au tout. 50 tonnes de cocaïne. Ça n'a pas bougé le prix. Il y a plus ou moins 240 000 personnes, je crois, il faut que je regarde les chiffres, qui vivent directement ou indirectement du trafic. Mm. Et quand je dis la France, je pourrais dire la Belgique, hein, soyons Oui, clairs. Hein. mais là, tu parles de la France parce que... Voilà. Ok, je Et comprends. ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré toutes ces années, malgré toutes ces saisies, malgré tout ce qu'on a fait, toutes ces opérations, la cocaïne, elle est là. Elle inonde le marché, son prix n'a pas bougé. Donc, est-ce que ça a servi à quelque chose? Non, je ne pense pas que ça a servi vraiment. Peut-être que j'ai sauvé une vie ou deux, ça c'est ce qui me réconforte. Mm. Ce serait déjà pas mal, ce serait déjà pas mal si j'ai sauvé une vie ou deux dans le truc. Que ce soit des gars qui ont failli se faire tuer ou qui ont failli tuer. Ce serait déjà pas mal, mais changer les choses, non. Non, non, j'ai rien changé, donc la prise de risque était énorme par rapport aux résultats. Et est-ce que tu as eu des conséquences psychologiques sur ton métier? Est-ce qu'il y a une identité qui t'a influencé dans ta vie privée? Est-ce que, même si tu avais un suivi par une psychologue, bien sûr, mais est-ce que tu as eu une marque indélébile en toi? Ça a duré des années. Ça m'arrive encore d'ailleurs. Moins, mais ça m'arrivait des années. C'est les cauchemars. D'accord. Ouais, c'était des cauchemars affreux. Il y avait vraiment une période de ma vie où j'étais vraiment sous tension, parce que je redoutais de dormir, hein, vraiment. Hein, Ah oui, à ce point. ah ouais, vraiment, je redoutais, parce que tu rêves, tu es tellement pris dans le truc que tu fais des rêves affreux. Ça m'arrivait de rêver, par exemple, que je suis grillé et que j'essaie de tirer, mais que mon arme s'enraye. Et qu'au moment où il tire, tu te réveilles. Euh, j'ai eu des rêves où je voyais une voiture passer. Il y avait un gars, un tueur au volant, et derrière, je voyais assise ma fille sur la banc, et je voyais la voiture passer. Et ces rêves où tu essayes de courir et tu n'arrives pas à courir, Oui. ah ben j'avais ça. Et j'essayais de courir derrière cette voiture pour rattraper la voiture qui transporte ma fille avec un criminel, et j'arrivais pas. Tous des rêves comme ça, oui, ça j'ai fait. Mm. Beaucoup. Et aujourd'hui, est-ce que tu t'en es remis? Aujourd'hui, comment ça se passe pour toi au niveau de ton métier? Est-ce que... Ben, c'est pour ça que pour moi, le livre a été intéressant. D'accord. Parce que quelque part, c'est une thérapie de raconter. Hein. Mm. Tu sais, c'est un métier ingrat parce que des fois, tu es chez toi le soir, tu regardes le journal parler et tu entends qu'on parle d'une opération de police et tu sais que c'est toi, Mm. mais tu ne peux pas le dire. Oui. Moi, mes parents, certainement, pensaient que j'avais quitté la police. Tellement je n'avais plus rien à voir avec la police. C'est un métier ingrat, tu t'investis tellement, tu acceptes même qu'on t'assimile à ceux que tu combats. Parce qu'il y a des policiers qui regardent des infiltrés d'une autre manière, par exemple. Il y en a qui vont dire, oui, mais un infiltré, oui, mais c'est un policier, mais c'est quand même un policier qui est borderline. Parce que pour être agent... C'est comme les médecins légistes. Hein. Ouais. On leur dit, ouais, mais il ne faut pas être tout à fait normal pour être médecin légiste. Ah Donc, oui, ok, c'est voilà. bon, je vois.
Voilà, bah, c'est un peu plus ou moins la même chose. Oui, mais quand tu es infiltré, c'est quand même que tu aimes bien ce monde-là, que tu aimes bien t'asseoir avec eux, que tu aimes bien rigoler avec eux, ça se retourne toujours contre toi, de toute façon, hein, Mm. une certaine partie, une catégorie de la population. Donc, tu payes très cher ce boulot, hein. Et ça te déforme, hein, complètement, mais complètement. Mm. Après des années d'infiltration, tu es déformé, tu n'es plus le même. Comment tu veux que je sois le même quand tu es dans une affaire de pédophilie et que tu vois des trucs affreux? Après, tu sais, le voleur de sac à main, pour moi, c'est rien, quoi. C'est rien à côté de. T'as tellement vu pire Voilà. que Donc ça te déforme. Alors que le voleur de sac à main aussi, c'est tout aussi grave, mais c'est pas tout aussi grave, mais bon, voilà, il faut le traiter aussi. oui. Mais tu es déformé. Tu es complètement déformé. Mais, je me rappelle une fois, j'étais à un contact criminel et il y avait une fille qui était accro à l'héroïne. Et je crois qu'elle avait fait une overdose. Et, sur le trottoir allongé, et nous on sortait d'un bar. Et on la voit. Il y en a un, il urine dessus. Attendez, je vais la réveiller. Et il urine sur elle, quoi. C'est crapuleux, c'est dégueulasse, hein. Moi, je voyais ça, c'est crapuleux. La pauvre, c'était une gamine en plus. Mais il urine vraiment sur son visage pour la réveiller. Mais moi, je rigole. Parce que je dois rigoler. Alors que ça me fait pas marrer du tout. Alors tu fais semblant de rigoler. Tu vois, tu vis tous ces trucs. Tu les prends pour toi. Ça te déforme. Mm. Ça te déforme. C'est une bagarre. Ça m'est arrivé de me retrouver dans des bagarres. Les chaises volent et tout et tout. Et t'en vois finalement un qui se fait attraper, il y en a 5 dessus et il le massacre. Mais il le massacre. Instinctivement, le flic que je suis, il a envie d'aller le sauver, évidemment. Mais tu peux pas. Tu peux pas. Parce que tu vas le sauver, ça va se retourner contre moi, parce que c'est un comportement de flic. Mm. Tu arrêtes une opération, tu fais tas de conséquences. Donc tu prends ça encore une fois sur toi, tu acceptes ça. Tu acceptes d'avoir vu un gars se faire lâchement tabasser par 4 gars sur lui et t'as pas bougé. Il faut accepter ça. Mm. Tu vois, c'est tout ça qui te déforme Je vois. mentalement. Mentalement, ça te déforme, oui, bien sûr. Et est-ce que aujourd'hui, Omar, t'as un message à faire passer, un dernier mot à dire? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah, le repos, le calme, c'est tout. Non, Mm. je me suis retiré de l'opérationnel, je suis toujours policier. D'accord. Je suis plus sur le terrain. Mm. C'est fini, définitivement, j'arrête le terrain. De toute façon, j'ai même pas le choix. Moi, ce que je souhaite, pour moi, je crois que j'ai rien à souhaiter directement pour moi, mais ce que je souhaite vraiment, c'est que quand est-ce qu'il y aura un vrai homme politique? Ça, c'est vraiment mon souhait qui va dire la vérité, en fait, Quelle vérité? sur le narcotrafic. Moi, ma spécialité, c'est le narcotrafic, je le connais par cœur. C'est quelque chose que j'ai baigné dedans pendant des années. Je sais comment ces gens fonctionnent, je sais comment ils travaillent, comment ils investissent, comment ils se vengent. Je connais ça sur le bout des doigts, Mm. pour l'avoir vu tout simplement. Et quand j'entends les discours qui sont tenus par certains hommes politiques, je me rends compte qu'en fait, ils mentent. C'est pas seulement qu'ils ne sont pas au courant de la vérité, non, ils sont au courant de la vérité. Mais ils mentent. Cette histoire de trafic de shit, de trafic de cocaïne, ça va jamais s'arrêter. Impossible, jamais. Autant trouver une autre solution. Les drogues, Mais pourquoi tu dis qu'ils mentent? écoute, quand tu as un ministre de l'Intérieur qui te dit, écoute, je vais criminaliser les consommateurs, par exemple. Parce que s'il y a du trafic, c'est qu'il y a de la demande. Bien sûr. Mais c'est faux, c'est pas ça. C'est pas parce qu'il y a de la demande qu'il y a du trafic. Non, c'est parce qu'il y a du trafic qu'il y a des tox. C'est plutôt ça. Il faut prendre le problème à l'envers. Ah oui, ils prennent le problème à l'envers. Ils peuvent aller dans des régions où il n'y avait aucun consommateur, et la cocaïne vient, elle débarque, et voilà, du jour au lendemain, tu auras des consommateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui se laissent entraîner, etc., etc., etc. Donc déjà, c'est un faux discours de dire que c'est à cause des consommateurs, c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas... La consommation, c'est un problème d'ordre de santé publique. Tout comme l'alcoolisme, le tabagisme, c'est d'ordre de santé publique. C'est au ministère de la Santé de s'en occuper, pas au ministère de l'Intérieur. Par contre, le narcotrafic, regarde rien qu'en Europe. Il y a des pays où c'est autorisé et des pays où c'est complètement interdit. Mais alors fatalement, ça engendre le trafic.
Si chez moi, c'est interdit de consommer, mais que chez toi, c'est permis, et qu'on habite là à côté de l'autre, bah, tu penses bien que ta marchandise va se revendre chez moi en noir, au double du prix. C'est logique, c'est limpide. Et puis, ils parlent du narcotrafic et ils ne connaissent même pas l'histoire du narcotrafic. Ils ne connaissent pas l'histoire du narcotrafic. Le narcotrafic existe depuis, je crois que c'était les Grecs et les Égyptiens qui parlaient de l'héroïne en disant le breuvage des dieux qui calme la douleur et apaise les âmes. Je remonte toi, hein, à l'Antiquité, etc. Donc le trafic existe depuis toujours. Les premiers narcotrafiquants qui ont existé, c'était 2 Anglais qui travaillaient pour la couronne, avec la guerre d'opium, avec la Chine. C'était les premiers narcotrafiquants. Les premiers narcotrafiquants, c'était les États. C'est eux qui ont inventé le trafic. En France existait par exemple la régie de l'opium, qui s'occupait des finances de l'opium, pour financer des guerres, etc. Et c'était l'État qui faisait le trafic. Il y a des banques qui existent encore aujourd'hui qui sont nées avec le trafic. Si tu regardes l'historique, par exemple, de la HSBC, Shanghai, elle a été créée pour ça, au début. C'était voilà, parce qu'il y avait le trafic d'opium et qu'il fallait gérer les flux financiers, et ils ont créé cette banque. En même temps, il y avait évidemment, à cette époque-là, aux États-Unis, il y avait la prohibition pour l'alcool qui a été abandonnée. Et donc les mafieux, quand ils ont vu que la prohibition s'était terminée, ils ont repris le trafic d'héroïne parce que l'héroïne était devenue interdite. Et voilà. Et c'est de là que commencent les trafics, etc. etc. Mais on ne dit pas tout ça, on ne raconte pas tout ça aux gens. On ne raconte pas tout ça aux gens. Quand on parle de consommateurs et de morts, il y a des chiffres qui m'interpellent, moi. Il faudrait demander à un ministre, combien de morts il y a directement ou indirectement liés au trafic de stupéfiants dans le monde? Il faudrait poser la question. Et pourtant, il y a des rapports qui existent. Il y a le rapport de l'ONU qui a été fait en 2024 qui parlait de ça. Alors, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, je crois que le trafic engendre 600 000 morts par an, direct ou indirect, que ce soit par maladie, par règlement de compte, etc., etc., etc. 600 000. L'alcool, combien de morts? Je sais pas. 3 millions. Ah oui, quand même. Directement liés à l'alcool par maladie ou indirectement les accidents, etc. Donc, tu vois, on tient un faux discours aux gens. Quand on dit que oui, mais c'est pour combattre ça, pourquoi? Parce que question de santé publique, oui, c'est vrai. Mais il faut remettre les choses à leur place, quoi. C'est ça. Et il n'y a pas pire que pour combattre quelque chose de l'interdire. C'est le pire des trucs qu'on peut faire. Donc pour toi, la légalisation, ce serait la... Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Est-ce que tu sais quel est le premier pays qui produit le cannabis sur plante? Ça veut dire le cannabis, mais en plante, avec lequel on fait des feuilles, de l'herbe et qu'on fume. Le premier pays. Non, je sais pas. L'Espagne. D'accord. La plupart du cannabis sur plante consommé en Europe provient d'Espagne. On a une consommation sur place. En France ou en Belgique ou ailleurs, il y a des plantations de cannabis. Il y en a tout plein maintenant. Comment on fait pour combattre ça? C'est ridicule. C'est impossible. C'est impossible. Et pourtant, les ministres n'arrêtent pas de dire aux gens, ouais, écoutez, moi je vais combattre le narcotrafic, ça va être terminé avec moi, je vais les casser, je vais les briser, mais il ne va rien casser du tout, il ne va rien briser du tout. Je connais encore aujourd'hui des gens, des narcotrafiquants, qui sont toujours là. Et qui sont là depuis des années. Hein. Et qui n'ont jamais été pris. Pourquoi? Parce que c'est impossible de les prendre. Ça existe, bien sûr. Puis il y a le financement. Tout le monde profite. Tout le monde profite du financement. Le blanchiment, c'est quoi? C'est de l'argent illégal qui devient légal et qui part dans le circuit de l'État, etc. etc. Et tout ça, c'est connu. Mais malgré ça, on tient ce discours en disant qu'on va briser, on va casser le narcotrafic international. Faux. Impossible. Jamais. Never. Ça, j'y crois pas. Ok. Est-ce que tu veux terminer sur ça ou sur autre chose? Comme tu veux. Bah non, c'est toi, c'est ta parole à toi. Non, dis-moi, c'est... Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce que la fois passée, je sais qu'on a parlé... Oh non, mais moi, je pense que non.
t'as raconté tout ce qu'il fallait raconter. Il y a quelque chose que tu voudrais ajouter par hasard? Non, je pense pas. Non? Je crois que c'est assez. Je vais en garder un petit peu pour moi aussi. Ouais, Pour les autres. ouais, t'as raison. Merci beaucoup, Omar, d'avoir été là pour nous, Je t'en pour prie, le avec Nouveau plaisir. Détective, d'avoir raconté ton histoire, qui est très passionnante, et d'ailleurs qu'on peut retrouver dans ton livre Undercover, Agent 072. Et merci beaucoup. Merci à toi.